Et oui, ils ont probablement fait quelque chose de pas bien dans le passé, mais ça veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes. C'est parti pour une interview avec Coraline de Spirlet. C'est la cofondatrice d'Unago Recrutement, la toute première agence de recrutement belge spécialisée dans la réinsertion professionnelle des personnes ayant un passé judiciaire. Alors dans cet épisode, elle nous explique comment elle a monté ce projet à 25 ans quand même et les obstacles qu'elle a rencontrés tout au long du trajet. Elle détaille aussi comment monter un projet à impact sociétal sans dépendre uniquement des subsides. Et surtout, on casse les préjugés liés aux personnes issues du milieu carcéral, comme l'incompétence et le manque de motivation. Comme l'a dit un de ses candidats, j'ai fait des choses mauvaises, mais je ne suis pas une mauvaise personne. Et ça, c'est l'ADN d'Unago. Coraline de Spirlet, bienvenue dans Donne le rythme. Merci. Qu'est-ce qui est important de connaître de ton passé sur toi pour savoir un peu la personne que tu es aujourd'hui ? Alors, ce qui est important de savoir, je sais pas, mais je peux me présenter en quelques mots. Je t'en prie. Coraline de Spirlet, j'ai 29 ans, bientôt 30 ans, bruxelloise. J'ai étudié à Leuven pendant 5 ans, ville que j'ai adorée. En flamand ? En flamand, tout à fait. Quoi d'autre ? Je suis criminologue de formation, et à côté de ça, je suis quelqu'un qui aime, je dirais que je suis plutôt une bonne vivante. J'aime l'aventure. Ok. Quel genre d'aventure ? Quel genre d'aventure ? J'ai pas une réponse à ça, mais le fait de vivre une vie qui n'est pas routinière, d'avoir des trucs qui se passent, de découvrir de nouvelles choses. Et voilà. C'est déjà pas mal. Merci comme intro. Du coup, tu as cofondé Unago Recrutement, la première agence de recrutement spécialisée dans la réinsertion professionnelle de personnes issues du milieu judiciaire, anciens détenus. Ouais. Tu as cofondé ça en 2022, c'est ça en 2022. Avec Marjorie. Ouais. Puis ça a évolué, tu nous expliqueras tout ça. Et donc moi aujourd'hui, je suis content de t'avoir parce que ça fait un peu suite à d'autres épisodes que j'ai faits sur le milieu de l'emploi, avec des épisodes Team for Job, Interskillar, et ici c'est via encore un autre prisme, agence de recrutement mais un peu particulière, et la première surtout en Belgique de ce style. Et donc j'ai envie de comprendre la dynamique de l'agence de recrutement, les particularités du secteur dans lequel tu évolues, aussi de l'information sur le milieu carcéral et la réinsertion, parce que déjà à titre personnel, je m'y connais pas énormément, et je pense qu'il y a beaucoup des auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas non plus ça, donc je trouve que ça peut être aussi, à titre informatif et éducatif, ça peut être vraiment intéressant. Et surtout, comme d'hab, ton parcours, comme tous les autres invités, un peu ton parcours à toi, comment t'en es arrivé là, quoi. Et toi, une question que je pose régulièrement aussi, mais de quoi t'aimerais parler particulièrement, s'il y a des sujets qui te tentent, en plus de ce que j'ai cité ? Ce qui revient souvent dans les discussions et dans mes observations, en discussion avec différentes personnes, que ce soit au boulot ou même avec mon entourage, ce sont les préjugés. Vraiment cette idée où, comme tu dis, beaucoup de personnes ne connaissent pas le milieu carcéral, ce qui est assez normal, mais vont vite se faire une image qui est pas toujours juste. Très clair, les préjugés. Parfait. Écoute, j'ai envie d'un peu de comprendre d'où t'es venue l'idée d'Unago, comment t'étais là-dedans. Je vois que tu dis que t'as étudié criminaux. T'as aussi fait de la médiation. Bon, voilà, il y a plusieurs, j'imagine, choses qui t'ont amené là, mais raconte-nous un petit peu comment t'es arrivé là-dedans. Donc j'ai commencé mes études en criminaux, et pendant ces études, moi j'étais surtout attirée par tout ce qui était aide à la jeunesse. J'avais fait un stage là-dedans, et puis j'avais fait les camps enfants du juge, que j'ai adoré, et donc c'était vraiment vers ça que je me dirigeais pendant mes études, jusqu'à ma dernière année, où mes parents ont hébergé à la maison Jean-Marc Mailly, qui est une personne incroyable, et qui a, dans sa vie aussi, fait presque 20 ans de détention. Et du coup, j'étais en master à ce moment-là, j'ai rencontré Jean-Marc. Jean-Marc qui, à côté de son parcours carcéral, après a fait plein de choses. Il est devenu éducateur, et il s'appelle éducacteur parce qu'il a aussi créé une pièce de théâtre qui s'appelle Un homme debout, et qu'on a été voir en famille 3 mois après qu'il arrive chez nous. Et c'était une pièce incroyable. J'ai vu ça et je me suis dit, waouh, il faut absolument que tout le monde voit cette pièce. Et je me suis très rapidement dit,
prochain projet, c'est j'organise cette pièce et j'invite tout mon entourage plus pour que les gens se rendent compte de la réalité carcérale. Là, il parle de son parcours, il parle principalement des 3 ans durant lesquels il était en isolement à la prison. C'est assez intense. Enfin bref, il y a eu cette pièce de théâtre. Ensuite, je me suis de plus en plus intéressée à son parcours. J'ai regardé plein de vidéos, j'ai regardé plein de trucs. Et je me suis sentie super animée en quelque sorte par ce sujet-là. Très attirée, c'est un peu bizarre comme mot attirée, mais bref. Et donc assez rapidement après ça, je me suis inscrite à l'ASBL Rhizome, qui fait différentes choses, mais qui fait aussi, qui organise des visites bénévoles en prison par des différentes personnes qui s'y inscrivent. Et donc, après Jean-Marc, ça a été le deuxième gros point qui m'a donné envie de créer une ago. Être visiteuse bénévole, j'avais donc 2 détenus à la prison de Forêt que j'allais voir. Si je me rappelle bien, la règle c'était, on était assez libre, mais l'idée était d'y aller plus ou moins une fois toutes les 2 semaines. Ok. Et c'était quoi ton objectif, ta démarche en tant que bénévole à ce moment-là? C'était quoi que tu apportais? Une oreille attentive. Vraiment, de les faire sortir de leur cellule et de pouvoir discuter de tout et de rien. Alors il y en avait 2, on parlait de choses absolument différentes avec les 2. C'était chouette. Il y avait différentes choses qui étaient chouettes. Pour moi, c'était super riche. Je sais pas trop dire ce que ça m'apportait, mais voilà. Et puis quand je leur disais au revoir et que je sentais qu'ils étaient contents et qu'ils me disaient à la prochaine fois, ça me rendait hyper heureuse de me dire j'apporte quelque chose de bien à ces personnes et en fait parce qu'ils sont dans un environnement horrible et oui, ils ont probablement fait quelque chose de pas bien dans le passé, mais ça veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes. Et c'est des choses que tu abordais avec eux spécialement, ou tu parlais pas vraiment du passé? Non, on parlait pas du passé. Et c'est un critère que toi t'as mis en place ou qui est mis en place par la SBL, ou au fait c'est au duo de déterminer finalement s'ils ont envie d'en parler ou pas? Bonne question. Il y avait effectivement certaines règles ou certaines recommandations en tout cas par rapport au bénévolat. Je pense que c'était pas recommandé, voire pas autorisé. Je crois que c'était plutôt pas recommandé de demander pourquoi t'es là, etc. Finalement, avec les 2, il y en a un qui me l'a dit directement, l'autre pas du tout. Il y en a un avec qui on parlait plutôt de politique, plutôt de politique, il y avait la guerre en Ukraine, etc. Et l'autre, c'était plus de voyage, et aussi de la vie en prison, qui était difficile, sans dire pourquoi est-ce qu'il avait atterri là. Tu as parlé de plusieurs choses qui t'ont amené là. Tu parlais des camps enfants du juge. Tu peux un peu réexpliquer pour celles qui ne connaissent pas ce que c'est? Oui. Ce sont des camps organisés par l'Ordre de Malte, qui donc ont lieu chaque année. Il y a différents staffs. Je pense qu'il y en a, je ne sais pas exactement combien il y en a, mais 4-5 peut-être, qui accueillent des enfants chaque année pour un camp. Et ce sont des enfants qui sont placés sous l'autorité du juge dans des institutions. Très bien. Donc un camp un peu comme la camp scout. Donc tu vas avoir toi t'étais animatrice. Voilà. Et tu vas pendant 2-3 semaines les animer une équipe de jeunes ados. Voilà, un peu comme un camp scout, effectivement. Ok. Et par rapport à Jean-Marc, que tes parents du coup ont hébergé, toi t'avais quel âge à ce moment-là? Je revenais d'Erasmus, j'étais en master, donc ça devait être en 2018. Possible. Je sais pas, en 2013 plus ça. Oui, je crois que c'est 2018, plus ou moins. Mais... Ok, très bien. Donc ouais, t'avais 22-23. Ouais. Et comment il a débarqué là? Comment ça se fait que tes parents ont fait cette démarche de l'accueillir? Alors mes parents sont de base pas du tout dans le secteur ou quoi que ce soit. C'était via une amie de ma mère qui connaissait Jean-Marc, qui elle est très investie dans différents projets et avait appris à connaître Jean-Marc. Et du coup Jean-Marc cherchait un logement et cette amie avait pris contact avec son entourage pour voir s'il y avait quelqu'un qui était ok de l'héberger. Du coup, c'est ma mère qui gérait ça, elle a accepté, etc. Et ça, c'est une petite anecdote assez drôle, parce que du coup, ma mère a dit oui, Jean-Marc est arrivé, et en fait,
sans vraiment consulter mon père. Mon père était furieux. Il était vraiment furieux. Je me rappelle encore quand il disait, mais enfin, avec les 5 filles à la maison, parce qu'on est, ah ouais, ok. J'ai 3 sœurs et puis ma mère. Et il avait peur, en fait. Ce que je comprends. Ce que je comprends totalement, parce que ne connaissant pas effectivement ce qu'on nous renvoie de la prison, de tout ça, c'est de la peur. Donc super légitime, je trouve. Et je trouve que c'est par contre une belle histoire, dans le sens où 3 mois plus tard, quand on a été voir cette pièce de théâtre ensemble, mon père est parti serrer la main de Jean-Marc pour lui dire écoute, respect. Et à partir de ce moment-là, il était heureux de se dire je l'héberge à la maison. Et en fait, c'est pas quelqu'un qui est dangereux ou méchant ou quoi que ce soit. Il a vécu combien de temps avec vous ? 1 an et demi. Ok, quand même. Ouais. Qu'est-ce que toi t'as appris de cette rencontre ? On m'a jamais posé la question comme ça. Qu'est-ce que j'ai appris de cette rencontre ? En tout cas, je dirais que cette rencontre plus le bénévolat m'ont fait ont remué plein de choses à l'intérieur de moi, en me disant il y avait beaucoup ce sentiment d'injustice. Jean-Marc, il l'explique dans différentes vidéos, etc., a pas eu une jeunesse super facile. Une mère qui était son père était absent, il avait un beau-père violent. Il n'avait pas un cadre familial. Il changeait tout le temps d'école. Et du coup, au fur et à mesure du temps, il a commencé un peu à sécher les cours, à traîner avec d'autres jeunes de son entourage. Et c'est comme ça que les conneries ont commencé petit à petit. Et au début, c'était des bénévoles débiles. Mais, et puis très rapidement, ça a escalé, en fait. Ce qu'il a dit un jour, je sais pas si c'était dans sa pièce de théâtre ou dans son livre ou dans les vidéos YouTube que j'ai pu regarder, ou qu'il nous l'a dit, je sais plus, mais bon, peu importe. Ce qu'il explique, c'est que à 17 ans, il se rend compte qu'il est dans un environnement qui est pas favorable. Il se rend compte qu'en fait, il change tout le temps d'école, c'est pas stable, c'est pas bon, et il va au juge de la jeunesse. Alors, je sais pas s'il va littéralement chez lui, mais c'est comme ça qu'il l'explique maintenant. Il y a des démarches qui sont entreprises dans cette direction-là. Et on lui dit, il dit, voilà, en fait, j'ai besoin d'aide. Et on lui dit, écoute, mon gars, j'ai une pile comme ça de cas à traiter, reviens vers nous quand tu auras commis des faits. Ok, waouh. Et donc, il repart en mode, bon, ok, dur. J'essaie d'avoir de l'aide, mais en fait, c'est pas possible. Et un peu après, c'est là où il y a eu un peu la grosse catastrophe qui a fait en sorte qu'il commence les presque 20 ans en prison. Ok. Wow, ça doit être... Enfin, c'est fort, mais moi, je sais pas si c'est un choc, mais je peux... Aussi bien au niveau sociétal que la relation humaine. Lui, à 17 ans, quand tu te retournes finalement vers ce que tu penses être ton dernier rempart, ton dernier espoir, l'État, quoi. Une forme de l'État, quoi, le pouvoir judiciaire, de trouver une solution. Et qu'on te dit que la solution, elle arrivera le jour où tu vas commettre un délit et que la solution à ce moment-là sera une peine. Je peux comprendre que tu perds de foi. Ça, c'est trash. Tu perds foi dans le système. Et donc, tu dis qu'il a fait des vidéos, qu'il a partagé ça. Il était lui-même dans une démarche de vouloir éduquer, partager son histoire. En sortant de détention, il s'est pris de mission de faire en sorte que personne ne puisse vivre ce que lui a vécu. Et donc, à travers différentes manières dans sa pièce de théâtre, il va essayer de sensibiliser tant les politiques que aussi surtout les jeunes. Donc, il a déjà été parlé dans différentes écoles de son parcours. Il a fait venir plein d'écoles venir voir sa pièce de théâtre, qui a été reconnue d'utilité publique d'ailleurs. Il est allé parler aussi dans différentes IPPJ pour que ces jeunes aient une espèce de décharge en se disant « Oh putain, en fait, il faut que j'arrête mes conneries. » Il y a une suite, en fait, potentielle vraiment négative aux actes que je peux être en train de commettre. Quoi. Et parce que parfois aussi, certains jeunes vont trouver ça un peu cool. Et dans certains quartiers, c'est un exemple qu'ils ont envie de suivre. C'est le grand frère qui deal un peu de shit. Et en fait, c'est cool. Mais en fait, ça l'est pas. Ok, et donc toi, durant cette année et demie, tu le côtoies beaucoup, tu vis avec lui.
T'as des interactions aussi, tu vois, one-to-one, où il te, comment dire, il t'apprend sur le sujet, ou c'est plus, comme tu dis, une accumulation de choses, tu le rencontres lui, il y a sa pièce, ça te fait quelque chose, tu travailles ensuite dans cette ASBL. Ouais. Il est dans un studio séparé, okay. Donc on le côtoie pas spécialement tous les jours ou quoi que ce soit. Mais il fait partie de ta vie d'une certaine manière. Oui, mais on le croise à la sortie quand il part prendre le tram ou. Ce qui est aussi utile pour qu'il ait une autonomie, une indépendance. Oui. C'était dans la maison d'une certaine manière, mais je vois. Séparé par une porte, quoi. Une autre unité, quoi. Qui était pas, voilà. Ok, tout ça plus ton ASBL t'amène, tu disais. Oui. Non mais c'est normal. Je vais t'ennuyer, enfin t'ennuyer. En tout cas, faire des pauses, aller creuser. Donc t'inquiète, je garde le fil. Et du coup, tant mieux parce que moi pas. Ok, très bien, vas-y. Mais du coup, ça me mène à d'abord à pas grand-chose, si ce n'est l'idée de me dire, en fait, j'aimerais trop faire quelque chose de plus. Et assez rapidement, j'ai l'idée de me dire, ok, trop cool, un jour, je vais créer une maison pour les personnes qui sortent de détention. Ils viendraient vivre dans cette maison qui deviendrait une petite famille. Et où tout le monde participerait à la vie de la maison, le ménage, etc. Et à côté de ça, on ferait des ateliers pour faire les CV, chercher des emplois, on ferait venir des gens, des bénévoles, faire des workshops, enfin voilà, faire un chouette truc. Mais dans ma tête, le premier truc, c'était de me dire, mais de toute manière, ok, très chouette idée, mais impossible, il faut que je sois d'abord un peu plus âgé, avec un peu plus d'expérience, parce que là, c'est une idée, quoi. C'est impossible, je sais pas du tout comment tout ça fonctionne, ni quoi que ce soit. Donc toi, t'es à la fin de tes études, c'est un peu un rêve qui naît, oui. quoi. Okay. C'est quelque part dans ma tête, mais j'en parle même pas spécialement, parce que c'est quelque chose pour dans 10-15 ans, quoi. Donc voilà, donc il y a ça, et puis donc je commence à chercher mon premier emploi en tant que criminologue, et donc je commence en tant que médiatrice en sanctions administratives à l'administration communale de Saint-Josse. Ok, des sanctions administratives comme et alors ça peut être quelqu'un qui va cracher dans la rue, quelqu'un qui va par exemple mettre sa poubelle dehors mardi au lieu de lundi. Okay. Il va recevoir une sanction administrative. Ça peut être des conflits de voisinage. Très bien. Voilà. Ok. Et donc toi, tu étais médiatrice là, tu t'es formée, j'ai vu, ou pas spécialement ou Oui, pendant la fonction, ils proposaient de suivre des formations. Enfin, c'était même obligatoire, en fait. Parce que je sais pas si c'est reconnu, mais tu as des formations de médiation, de médiateur, médiatrice. Oui, il y a plein de formations différentes. Moi, c'est très spécifiquement pour ça. Ok. Mais je peux pas dire que je suis médiatrice parce qu'il y a des formations des formations beaucoup plus complètes, on va dire, que ce que j'ai fait, qui était très spécifique sur ma fonction d'avant. Donc médiatrice dans l'administration communale. Oui. Ok. Tout à fait. Et en fait, c'est pas spécialement un job qui m'a fort plu. Qu'est-ce qui t'a déplu? J'avais pas l'impression, le sentiment d'être médiatrice pour des choses qui avaient vraiment de l'importance. Comme les exemples que tu m'as cités. Voilà. Et donc parfois je me disais, mais en fait je m'en fous, quoi. Ouais. Qu'il est sorti le lundi ou le mardi. Voilà. Je comprends. Et après, c'est important pour l'ordre public, pour plein de choses, et je dis pas ça. Et en fait, à l'époque, si je me rappelle bien de mes cours, c'était ils ont créé des sanctions administratives pénalisées par la commune parce qu'il n'y avait pas assez il y avait trop de PV au parquet, et donc c'était une certaine manière de séparer les compétences et voilà. Je comprends ton point, hein. Je pense qu'il y a des moments où on va travailler dans certains domaines, exécuter des choses, on comprend que c'est important pour la société, mais on se rend compte que c'est peut-être pas là qu'on a envie d'amener notre pierre à l'édifice, quoi. Voilà. À côté de ça, j'avais pas beaucoup de travail. Quoi, un peu de bore-out Donc voilà, effectivement, un peu de bore-out, on peut dire ça comme ça. Et puis c'était en même temps en Covid un peu, donc il n'y avait pas spécialement une ambiance d'équipe. Il y a eu des moments où on travaillait temps plein et puis ça passait. Enfin, tu vois, la période Covid où c'était. T'as commencé à bosser pendant le Covid, en fait? J'ai commencé à bosser pendant le Covid, je pense, ouais. Okay. C'était un jour semaine, du coup, au bureau. T'as ton tout premier boulot Covid. J'avoue, ça doit pas être un super tremplin dans la carrière professionnelle. Oui.
Donc voilà, c'était pas la meilleure expérience que j'ai eue. Et du coup, je me disais, il faut que je trouve autre chose qui m'anime un peu plus. Et bam, l'entrepreneuriat. Et non, c'est pas arrivé comme ça. Je savais limite même pas que ça voulait dire l'entrepreneuriat, pour te dire. D'abord, je crois que j'avais suivi un coach pour m'aider à réfléchir sur ce que je voulais faire. J'avais le sentiment d'être super perdue. Je vois très bien. Et en fait, à travers les différentes étapes avec le coach, je me rendais compte que j'étais pas si perdue que ça. Et qu'en fait, au fond de moi, je savais très bien ce que je voulais. Et c'était travailler dans le social et avoir aussi un rôle plus de gestion. Ok. Et qu'est-ce que tu entends par gestion ? Typiquement la gestion d'une ASBL, par exemple. Très bien. Ok. Pas être spécialement sur le terrain, quoique aujourd'hui, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais c'était un peu ce qui était ressorti à l'époque. Et du coup, je me suis dit, je vais... Non, d'abord, il y a eu plein de petites étapes. J'ai d'abord pris comment ça s'appelle, un congé, pas un congé sans solde, mais une pause carrière. Une pause carrière, ok. Je suis partie 3 mois au Togo, où j'ai travaillé dans une ONG qui aidait les jeunes, les enfants de la rue et les enfants qui avaient eu aussi un problème avec la justice avant, c'était un centre où tous ces jeunes allaient à l'école et on prenait soin d'eux, etc. J'ai fait ça, je suis revenue à Bruxelles, j'ai repris mon boulot. Et là, de nouveau, mon moral, parce que du coup, si j'aimais pas trop le boulot, ça, c'était pas, voilà. De nouveau, je chute libre au niveau du moral. J'osais pas de base démissionner parce que on m'avait toujours appris qu'il fallait absolument avoir déjà un autre boulot en tête avant de démissionner. Et en fait, j'ai la chance que que j'avais mes parents derrière aussi qui pouvaient un peu m'aider. J'ai quand même démissionné parce que je voyais que c'était pas bon pour mon moral. Je me suis inscrite en master à l'ICHEC pour avoir ce côté de gestion qui était ressorti du coaching. Et à côté de ça, à cette période-là, une amie à qui j'avais parlé de ce projet d'ASBL, de maison d'accueil, m'a super fort poussée à m'inscrire au Start Lab en parallèle. Ouais, donc Start Lab, il y en a plusieurs, il y a à l'ICHEC et il y a à Solvay, tu l'as fait à l'ICHEC ? À Solvay. À Solvay, ok. Ouais. Okay. J'étais pas encore inscrite, c'était en parallèle, c'était quasi en même temps, mais oui, je commençais à l'ICHEC. En fait, je savais même pas que ça existait à l'ICHEC. Ok, très bien. Mon ami était avec... Enfin, je dis une connerie ou pas ? Non, il y a le Start Lab l'ICHEC. C'est ça. Oui, non, tout à fait. Et ma pote, du coup, Hello, elle était suivie par le Start Lab Solvay. Et c'est pour ça que j'ai juste pris le Start Lab Solvay pour un autre projet. Et elle m'a dit, mais écoute, t'as rien à perdre, inscris-toi. Et au pire, t'arrêtes dans 3 mois. Mais trop chouette, machin. Donc Start Lab, pour expliquer, donc c'est une sorte d'incubateur. Ils vont avoir des personnes, enfin des coachs justement, des conseillers, des personnes qui vont t'aider en fait à lancer ton projet à la sortie des études. Quoi. Souvent, c'est tourné vers les personnes qui sont justement dans leur vingtaine, à la sortie des études et qui veulent lancer un projet. Et donc c'est toute une structure d'accompagnement, parmi plein d'autres qui existent à Bruxelles en Belgique, mais voilà, c'est dans ce cadre-là. Oui, tout à fait. Et donc je m'inscris à l'ICHEC, je m'inscris au Start Lab Solvay. Et c'est là que en fait... oui, donc avec le Start Lab, j'arrive avec cette idée de maison d'accueil et très rapidement, je me rends compte en fait ça va pas le faire. Très chouette idée, mais en fait, déjà, point de vue financier, ça va être impossible. Donc j'imagine quoi, t'étais confronté à l'idée de est-ce que j'achète, est-ce que je loue, comment je le finance, beaucoup de frais fixes, est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de résoudre mon problème que d'acheter ok. Voilà, et je me suis dit, ok, très chouette une maison, mais il faut trouver une manière de, pas que aller chercher de l'argent chez d'autres, mais trouver une manière de créer de l'argent moi-même, par l'activité. Et donc, dans une maison, j'étais là, ok, on va cuire des cookies. C'était ma première. Ça m'a effleuré l'esprit parce que je faisais ça pour les lutins à l'époque. Et puis je me suis dit, c'est ridicule, toi, on va gagner 20 €. En tant que bonne gestionnaire, maintenant que tu étais formée à l'ICHEC, tu disais ça n'a pas de sens. Voilà. Et puis ça a un peu évolué. Et puis je me suis dit, ok, à cette époque-là, moi, j'avais envie d'un coach sportif. Ok. Et en fait, ça coûte super cher. Et donc, j'ai jamais pris ce coach sportif, d'ailleurs. Mais je me suis dit, ok, mais du coup, il y a un truc à faire. En vrai, à part mon bénévolat, je connaissais pas grand-chose au public carcéral, à ce qui existait ni rien. C'est que par après où j'ai commencé à plus me renseigner. Mais bref, je me suis dit, ok, j'imagine
qu'en détention, il y a plein de gars qui font plein de sports et qui pourraient être des super coachs sportifs. Okay. Et donc, je vais les former, on va faire un petit groupe, et puis ça va... Voilà, on va faire un truc comme ça, et donc j'aurai plein de clients qui voudront des coachs, et voilà, trop chouette. Et puis ça, ce genre de réflexion, tu fais ça, t'itères au Start Lab, quoi? Ou c'est toi dans ta tête d'abord dans ma tête, okay. en discutant. Okay. Mais à ce moment-là, t'es dans le mode, je vais faire un projet là-dedans, quoi. Ouais. Là, t'as passé le cap de, je vais pas spécialement tenter de retrouver un job, je me lance, quoi. Ouais. Oui, à côté, je cherchais quand même un autre job alimentaire. Ok. Mais c'était pas ça te drivait pas, quoi. C'était pas ça qui m'importait le plus. Ouais. Je savais que j'allais trouver quelque chose. Et donc, puis je me dis non, les coachs sportifs, quand même pas convaincu. Et puis je crois que de ça, c'est arrivé à l'idée de, en fait, on va pas que faire des coachs sportifs, il y aura en fait plein de jobs. Et c'est comme ça que c'est devenu une agence de recrutement, en me disant, je les rencontre, je vois ce qu'ils veulent faire, je vois ce qui convient. Et puis je les place dans différentes entreprises. Ok, donc à un moment, l'idée était claire. Ouais. Ok. Ouais, c'était assez rapide, hein, tout ça. Ouais. C'était les étapes un peu dans ma tête. Je peux imaginer. Et donc, assez rapidement, au Start Lab, c'est ça que tu as décidé que tu allais monter, j'ai présenté une nouvelle... Enfin, j'ai postulé, en fait, avec l'idée de la maison, et j'ai commencé avec l'idée de l'agence de recrutement. Ok. Donc, combine de l'expérience privée, finalement, qui t'a amené à être proche de ce milieu-là, milieu carcéral, ou en tout cas la réinsertion, ouais. À une expérience pro pas dingue, qui te pousse à bouger. Tu fais un peu la connexion entre les deux. Ouais. Tu dis, ok, je vais me former en gestion. Tu trouves les Start Lab et tu dis, bon, en fait, l'idée mûrit, elle change, et t'arrives avec ce concept d'agence de recrutement. Ouais. Donc maintenant, c'est toi, toute seule, au Start Lab. T'es accompagnée. On est peut-être en 2021, 2022, un truc comme ça. Ouais. Et là, tu dois tout faire. 2021. On est en octobre 2021. Et génial. En fait, je revis, quoi. Je suis trop contente, je suis soulagée d'avoir quitté ce job, en fait, qui me minait de dingue. J'adore le Start Lab. Ils m'ont super fort aidée, parce que je suis arrivée là et j'avais aucune idée de par où commencer, comme je pense pas mal de personnes. Et l'ICHEC, j'adore. Okay. À mon plus grand étonnement, parce qu'à l'époque, quand j'avais choisi mes études de criminaux, c'était tout ce qui était business économie, c'était hors de question. Hors de question, parce que ça m'intéressait en fait absolument pas. Pour moi, business était égal à faire plein d'argent. C'est une insulte, en fait. Et oui, et en fait, pour moi, c'était négatif, et ça avait pas de sens, et ça m'intéressait juste pas. J'aurais jamais cru qu'un jour j'allais faire un master là-dedans, que j'ai adoré. Et qu'est-ce que t'as adoré? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Ce que j'ai trouvé génial, c'était que je pouvais tout ce que j'apprenais l'appliquer directement sur une ago. Et en fait, c'était aussi plein de connaissances de base que tout le monde devrait savoir. Et en fait aussi, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que le business n'était pas nécessairement négatif. C'était apporter une valeur, et qu'en fait, il y avait moyen de le faire différemment. Et que dans la recherche absolue de profit, mais que tu peux apporter de la valeur différemment. Après, okay. Faire du profit n'est pas négatif non plus. C'était ce que je pensais avant, ouais. Mais j'ai complètement changé d'avis par rapport à ça aujourd'hui. Ok. Ouais. Et par quoi tu commences? Comment tu montes une agence de recrutement du coup, pour aider les personnes en réinsertion? Ouais. Alors, mes premières étapes étaient de prendre contact avec d'abord dans le secteur carcéral, de savoir en fait finalement qu'est-ce qui existe. C'est quoi les problèmes? Qu'est-ce qui existe? Ok. Je connaissais l'ASBL Réseau, mais de là, voilà, je suis entrée en contact avec l'ASBL après, plein d'autres ASBL qui m'ont tous confirmé en fait qu'au niveau de l'emploi, il y avait très peu, voire rien qui était mis en place. Pour quelle raison? Parce qu'on pourrait se dire, tiens, s'il y a un problème qui existe et qui n'est pas résolu, on pourrait dire, parce que peut-être qu'il y a des problèmes particuliers. Alors, tu m'as parlé de préjugés au tout début de l'épisode. Si ça se trouve, c'est le frein qui fait qu'en fait, personne n'a envie de se mouiller à ces sujets-là. Mais il n'y avait pas de... Il y a quand même différentes initiatives à Bruxelles, différentes ASBL qui œuvrent pour la réinsertion. L'ASBL après, eux, sont spécialisés dans la réinsertion au niveau de la formation plutôt. Okay. Et de temps en temps, ils font aussi l'emploi, mais ils vont pas spécialement aller faire des partenariats avec les entreprises. Donc ils se positionnent pas comme agence de recrutement. Ils ont un endroit où les chercheurs d'emploi peuvent venir postuler. Il y a des PC à dispo et ils vont les aider à faire leur CV et apprendre à comment en fait postuler en ligne tout seul. Très bien. Et donc ils avaient aussi cette envie de créer des collègues avec des entreprises, mais finalement ça
ça s'est jamais mis. Et quand tu dis que tu prends contact avec ces institutions carcérales, tu vas concrètement, tu contactes les prisons? T'envoies un mail, t'appelles et tu dis bonjour. Ouais, contacter les prisons, c'est un peu plus compliqué, mais c'était surtout tous les services externes. Okay. Les services externes, c'est toutes les ASBL qui dépendent pas de la prison, mais qui travaillent potentiellement en prison et à l'extérieur de la prison. Mais leur bureau, en général, se situe à l'extérieur de la prison. D'accord. Et c'est surtout eux avec qui j'ai été en contact dans un premier temps. Et puis c'était aussi l'autre axe, c'était surtout les entreprises. Et là, on a commencé... Je dis on parce qu'à ce moment-là, on était avec Marjo. D'abord, j'ai commencé employeur. J'étais là, ok, je sais pas comment contacter quelqu'un, je sais pas qui appeler. Donc, première étape, c'était avant que Marjo arrive, je pense. J'ai juste pris des questions que j'avais écrites et je suis entrée dans des restaurants. Et j'ai posé des questions à des personnes qui tenaient. Donc dans l'Horeca, quoi. Dans l'Horeca. Ok. Moi, ce qui me marque quand même déjà dans ton histoire, c'est que t'as pas l'air du tout, dans ce que t'expliques, en tout cas juste avant d'arriver à ce stade-là, d'évoluer dans le monde, tu vois, professionnel, spécialement d'avoir un réseau là-dedans, tu vois, t'étais au tout début de ta carrière, et c'est fou que tu t'essaies de régler un problème qui nécessite justement d'aller découvrir finalement un monde. Quand je dis que tu connais pas le monde professionnel, c'est pas que tu connais pas, mais t'avais pas encore acquis beaucoup d'expérience à ce moment-là. Non. T'as pas ce réseau, et donc c'est génial de voir que tu te bouges juste, tu prends ta feuille, ton bic et tu vas parler à des gens pour comprendre leur réalité, quoi. Ouais. Ce qui est la base de tout projet entrepreneurial, c'est que tu vas aller parler du coup aux personnes concernées et oser même quand tu sais pas. Et non, je trouve ça inspirant. Mais je me rendais même pas compte qu'à ce moment-là j'allais créer quelque chose. C'était plus... Ouais. Ça m'animait, voilà. Et du coup, en fait, c'était marrant parce que je crois que j'avais parlé à 6 personnes dans l'Horeca. Et sur ces 6 personnes, 3 connaissaient quelqu'un via concerné par la détention. J'étais là genre, ah bon? Et en fait, c'est marrant parce qu'on est dedans, parfois on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de personnes concernées que ce qu'on pense. Mais bon, ça c'est juste une petite parenthèse. Et puis après... je cherchais quelqu'un en fait pour faire ce projet ensemble. J'avais fait quelques démarches, mais j'avais besoin d'avoir quelqu'un avec qui parler, avec qui débriefer de comment. Et on m'a très rapidement mis en contact avec Marjorie Gaillet, que j'ai rencontrée directement, super clic. Elle directement psychologue de formation. À ce moment-là, travaillait avec les jeunes, on l'aide à la jeunesse. Et directement assez emballée par cette idée de faire une agence de recrutement. Et du coup, en février qui a suivi, on a recommencé le Start Lab à 0 à 2. Très bien. Les étapes ont recommencé. Et là, directement, on a pris contact avec des entreprises, d'autres types d'entreprises, pour faire cette étude de marché, de voir, donc tout type. Comment ça se passe au niveau du recrutement, quels sont les challenges au niveau du recrutement, quelle importance ils mettent au niveau de l'impact dans leur entreprise, que ce soit au niveau environnemental ou social. Et puis à la fin, venir avec qu'est-ce que vous pensez de recruter quelqu'un avec un passé judiciaire. Ok, donc tu les amenais petit à petit, tu t'allais le terrain d'abord, tu ouvrais la discussion sur le sujet, et puis tu posais ta question fatidique pour avoir... Ok, très bien. Et t'allais dans quel secteur? Donc tu me dis que t'as commencé par l'Horeca, puis t'as été dans d'autres industries. On n'avait pas spécialement un secteur en tête, on contactait ceux qu'on trouvait. Via beaucoup, j'imagine tu parlais à tes proches, à tes potes, à tes parents. Oui. Tiens, tu connais pas quelqu'un qui... Via, ou parfois on faisait au pif sur Internet. On avait parlé avec Farm, ça c'était, je pense, au hasard sur Internet, quasi demi. Ouais. Parce qu'on connaissait via Quick. Là, j'étais juste rentrée dans le Quick. Ouais, ça c'est l'Horeca aussi d'ailleurs. Il y avait eu Decathlon. Ok. Et quel genre d'interlocuteur tu avais? Est-ce que tu as constaté aussi des différences? Est-ce que, j'imagine l'idéal c'est de parler à des décisionnaires? Est-ce que du coup c'était département RH? Est-ce que tu avais des fondateurs, des directeurs? Oui, ça dépend. Ça dépend. Casidemi c'était fondateur, Ferme c'était RH. Et encore aujourd'hui ça dépend avec qui on prend contact. Selon, on essaye un peu de toujours parler à la bonne personne, mais souvent c'est soit fondateur, gérant. Et tu constates qu'il y en a qui... au plus tu parles, si tu vas directement au directeur, ça a beaucoup plus de chances que ça passe? Ou ça, finalement, RH, c'est pareil aussi? Tu as constaté ça ou c'est encore trop tôt pour le dire? T'as pas assez de données? Non, je sais pas. Ok. Ouais. Soit, donc tu pars avec Marjorie explorer, tu poses plein de questions. C'est quoi tes retours? Et les retours, c'est go.
Une ago, quoi. Une ago. Okay. Exactement. Non, c'est vraiment super positif. Okay. Donc, on se dit, génial, on fonce pas dans un mur, il y a réellement quelque chose, il y a quelque chose à faire. On a 2 besoins ici. Ah oui, je loupe une partie, mais c'était de se rendre compte qu'en fait, oui, effectivement, il y avait au niveau, du côté des entreprises, un besoin aussi, au niveau du recrutement, du turnover, difficile de trouver des candidats qui correspondent, et aussi cette envie d'avoir un impact. Ok. Je fais pause là-dessus pour comprendre. Donc tu dis, ils disent go. Tu m'as dit au début de l'épisode, tiens, il y a des préjugés. Est-ce qu'à ce stade-là, tu avais des préjugés que tu as dû déconstruire? Non, pas tellement. Pas dans mon souvenir. Pas dans mon souvenir. Après, c'était vraiment la dernière des questions. La fin de l'interview, donc on s'attardait pas là-dessus. J'imagine qu'il y a dû avoir... Honnêtement, en fait, je sais plus très bien, mais c'était positif dans l'ensemble. Et... tu dis donc des besoins, est-ce que vous débattiez de quel genre de domaine, tu vois, quel genre de métier, déjà à ce stade-là? C'était quoi quel genre de poste tu allais essayer de pourvoir? Ouais, peu qualifié. Ok. Ouais, depuis le début, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Du coup, moi, je vais introduire aussi un autre sujet, comme ça, pendant que tu bois tranquille, qui pourrait être intéressant de discuter pour le modèle financier, maintenant que tu es OK d'en parler. Ouais. Non, je taquine. Hier, il se fait que je parlais à une ancienne personne avec qui j'ai fait ma formation de coaching, qui travaille en plus de ça dans le recrutement, elle, et qui expliquait qu'il y avait 2 modèles types de financement. En tout cas, il y a peut-être plein d'autres, mais ce qu'elle m'expliquait, donc quand tu travailles avec une boîte, donc imaginons que toi, moi je suis une boîte de recrutement, et que je veux engager quelqu'un, elle m'expliquait, soit tu fais payer en palier, donc une partie pour la recherche, puis une autre partie quand tu amènes 3 candidats, et ensuite une partie quand le dernier candidat, enfin sur les 3, il y en a un qui est choisi, tu prends encore une partie en plus, ou alors tu payes un pourcentage du salaire annuel de la personne, enfin de la première année, de la personne qui va être engagée. C'est un peu ces 2 modèles-là. Voilà, mais ça, je le mettais comme info pendant que tu buvais, comme ça, tu pourrais aussi me dire ce que toi t'as développé comme modèle là-dessus. Ouais. S'il est similaire ou si c'est encore un truc hybride. Du coup, par rapport au modèle, effectivement, il y a différentes manières de fonctionner en agence de recrutement. On a commencé à l'époque, avec le modèle de pourcentage, où on facturait un pourcentage du salaire mensuel ou annuel brut de la personne qui était mise à l'emploi. Et c'est autour de 25%, non? Et c'est autour de 25% dans une agence de recrutement classique. Nous, on était entre 15 et 20%. Ok. Ouais. En se disant, on va être un peu moins cher qu'une agence classique. Après, nous, on se compare plus à une agence d'intérim. On est plus en concurrence, si on peut dire ça comme ça, avec une agence d'intérim qu'avec une agence de recrutement. Du fait que ce soit des jobs moins qualifiés? Oui. Okay. Après, ça ne veut pas dire spécialement qu'en intérim, on ne peut pas avoir des jobs qualifiés et vice-versa, mais la majorité de nos clients recrutent avec des agences d'intérim. Pardon. Très bien. Ok. Du coup, on a... Attends, je te remets le fil si tu veux. Donc, une fois que que t'as cette conclusion-là, moi j'ai envie de comprendre aussi où t'en étais avec Marjorie, parce que donc il y a eu un clic. Ouais. C'était quoi votre focus? Comment vous pensiez aussi vous financer? Là, on a parlé du modèle financier global, mais vous, là, vous comprenez qu'il y a un besoin. Tu réalises donc qu'il y a besoin d'avoir une viabilité. Vous allez j'imagine, la logique du monde social, c'est qu'il y ait une ASBL. Ouais. Mais du coup, pour financer une ASBL, il y a des subsides, et le modèle de l'ASBL aussi pour financer. Voilà. À partir de quand tout ça se met en place? Est-ce que tu vas directement chercher des subsides? Donc on a créé l'ASBL. Directement, c'était dans l'idée de faire appel à des subsides. Le premier appel à projet a déjà été envoyé en avril 2022, assez rapidement. C'est pour ça d'ailleurs qu'en avril 2022, on a déposé les statuts, parce qu'on avait besoin du numéro d'entreprise pour cet appel à projet-là. Donc l'ASBL a été créé très rapidement juridiquement. Quel genre d'appel à projet? Parce que ça peut être utile. Voilà, il y a tout type d'auditeurs, auditrices qui nous écoutent, aussi dans l'entrepreneuriat social. Ouais. Et il y a pléthore de choix et de subsides. Et c'est un métier, enfin je vais pas dire que c'est un métier, mais si, c'est vraiment une compétence en tout cas, à part, et qui est cher, je dirais, en ASBL. Parce que beaucoup survivent à ça. Là, en plus, dans une période où il y a moins d'aides, donc il y a encore plus de concurrence. Ouais. Tu peux partager les aides dont toi, tu as bénéficié? Oui, tout à fait. Il y a plein de types de subsides différents. Et donc, en fait, déjà, au départ, nous, on a juste été sur Google, mis subsides.
En fait, on découvrait tout au fur et à mesure. Le premier appel à projet que l'on a postulé, c'était un appel à projet par Bruxelles Formation, mais qu'on n'a pas eu malheureusement. Mais sinon, on a postulé très rapidement. Non, en fait, pas très rapidement du tout. C'était 1 an plus tard seulement à Innoviris. Ouais. L'appel à projet Proof Your Social Innovation, qu'on a eu. Donc ça, c'était vraiment une super nouvelle. C'était le premier subside. Non, c'était pas le tout premier. Je me trompe. Mais en tout cas, conséquent. Ouais, le premier gros subside qu'on a eu, qui nous a permis de payer des salaires. C'était combien ? C'était presque 100 000 €. Ok, ça veut dire que pendant la première année, vous payez quasi pas ? On se payait pas au tout début. Ok. On avait chacune des jobs sur le côté. Et ok. Et c'était, enfin, tu pouvais aussi être aidé toi par tes parents dans une situation où tu t'en sortais avec. Je suis retournée vivre chez mes parents. Ok, ouais. Du coup, d'une certaine manière, oui, aidée par mes parents, parce que j'avais plus de loyer à payer. Ok. Ouais. Et ça allait cette gestion pendant 1 an, tu vois, du job complémentaire alimentaire. C'était quoi ? C'était un mi-temps ? Oui, non, finalement, j'ai pas eu de job complémentaire alimentaire. Finalement, j'ai pu toucher le chômage pendant quelques mois. Ouais. Est-ce que c'est à ce moment, c'était un peu plus tard que je suis retournée chez mes parents. Donc je m'en suis sortie. Et puis 1 an plus tard, en août, j'ai trouvé un mi-temps dans le milieu carcéral. Très bien. J'étais gestionnaire de projet au RAJ, Réseau Aide et Justiciable, à mi-temps pendant 1 an jusqu'à août d'après. Ok. Donc. Ça t'a permis. Ouais. Très bien. Et donc si on revient à ce lancement, ce modèle, donc j'entends qu'il y a des aides. Ouais. Donc il y a eu une Innoviris, il y a différents appels à projets sur la Fondation Roi Baudouin. Ok. Ça, en général, c'est plus des petites enveloppes pour des petits projets, où on a gagné un tout premier appel à projet. C'était, je pense, 3 000 € qui nous a permis d'investir dans notre logo, dans notre identité visuelle. Parfait. Donc ça, c'était trop cool. On a postulé aussi à la Fédération Wallonie-Bruxelles, plus précisément en Maison de Justice, où là, on a aussi reçu notre 2e subside conséquent, qui a permis aussi de payer un salaire. Donc ça permettait d'avoir 2 personnes temps plein salariées. Donc vous deux, ou c'était... À ce moment-là, Marjorie était partie. Ok, bon, ça tu m'expliqueras, on reviendra là-dessus. Ouais. Donc génial, trop bonne nouvelle. En fait, il était temps de passer à temps plein parce que à temps partiel, en fait, c'est à un moment donné où on n'avançait plus et il fallait soit passer temps plein, subside ou pas subside. Ouais. Et prendre un risque. Pour prendre le risque et tenter le truc et puis se mettre un délai ou quoi. Ou bien en fait, voilà, ça devenait un peu. Très bien, donc Fédération Wallonie-Bruxelles, Innoviris. Et un autre important, tu m'as dit. Ça, c'était les deux gros premiers. Il y en a eu d'autres par la suite. Et si tu devais donner, je sais pas, 1 ou 2 conseils là qui te viennent en tête, pas spécialement complexes, mais un peu des évidences pour bien remplir un dossier de subside, ce serait quoi ? Ce qui est fou, c'est que c'est assez différent d'un subside à l'autre, vraiment, à tout niveau, au niveau du dossier à compléter, au niveau de la manière dont il présente, des processus, des délais, des justificatifs à rendre, tout est assez différent, ça prend pas mal de temps. Mais le gros conseil que je donnerais, c'est d'être au taquet, parce qu'on est déjà on n'était pas assez au taquet, et donc on tombe sur des appels à projets qu'on aurait pu compléter, on les a pas vus passer. Donc faire de la veille de manière courante sur le sujet. Sinon, pour le reste, compléter le truc consciencieusement, mais voilà. Ok. Et être flexible, vu qu'ils sont tous différents. Ouais. Très bien. Je t'ai un peu amené dans différentes directions, mais on va revenir un peu sur le fil où du coup vous vous dites go. On a un peu compris que du coup pendant 1 an et demi il y avait ce côté entre deux, chômage, boulot pas boulot, et que vous arrivez au stade où là il est nécessaire de s'engager. Et là je comprends que Marjorie est plus là, mais cette période là j'imagine que vous commencez et que vous trouvez du coup des premiers matchs. Comment tu mets ça en place? Donc, quand on avait rencontré les premières ASBL, on avait reçu. Ils nous avaient envoyé des premiers chercheurs d'emploi qu'on a rencontrés. C'était au Startlab à l'époque, à Solvay. Nos suivis, nos questions ressemblent plus du tout à ce qu'on fait maintenant, évidemment. Mais c'était pas du tout encore les premiers matchs. C'était vraiment encore tout début de tester. Premières entreprises. Ça date. Il y a quelques entreprises, les premières qu'on n'a pas dû convaincre, qui sont venues directement à nous, déjà très vite convaincus. On avait fait un premier test au tout début.
mais il n'y avait encore rien qui était mis en place. Ça n'a pas spécialement été un succès, mais c'était génial parce qu'on a appris tellement de choses et l'employeur était quand même content. Et d'ailleurs, il a recruté ici récemment, donc c'est trop chouette d'avoir pu tester aussi avec un employeur qui était en fait convaincu sans même qu'on doive lui expliquer le comment du pourquoi, et qui a un super gros soutien. Donc oui. Mais du coup, ça c'était vraiment la première année, cette étude de marché, ces premières rencontres de candidats, ouais. Et quelques mois plus tard, le premier test, voilà, qui a fait qu'on a beaucoup avancé. En été, on a reçu la confirmation qu'on avait les premiers subsides, et malheureusement, c'est à cette période-là que Marjorie a annoncé qu'elle quittait Unago. Qu'est-ce qui a amené à la séparation ? Son copain avait une opportunité à l'étranger, okay. Et du coup, elle a décidé de le suivre à l'autre bout du monde. Et donc, malheureusement, c'était pas possible de continuer, évidemment. Donc, Marjo est partie en septembre. Je suis passée temps plein. Ok, septembre du coup 2023 ? 2023, ouais. Et toi, comment tu vis ça ? Que tu as ta cofondatrice avec qui tu as monté le projet depuis... bon, toi, ça fait 2 ans plus ou moins, mais 1 an et demi avec elle. Ouais. C'est limite donc quasi tout à 2. Ouais. Comment tu vis ? C'était très dur. Les jours d'après, tout d'un coup, c'était un peu ça s'est passé très rapidement, en fait, cette rupture, on va dire. Même si ça faisait quelques mois que je savais, c'était comme si c'était très soudain. Et donc très dur. J'ai badé pendant plusieurs jours. Et puis en fait, à un moment donné, je me suis forcée à aller au Start Lab et travailler là tous les jours, ce que je faisais pas spécialement avant. Et donc c'est là où j'ai vraiment commencé à faire, à discuter avec tous les autres entrepreneurs, à faire connaissance, à partager aussi les moments compliqués, me rendre compte qu'en fait, les downs c'était ok, c'était normal. C'était vraiment mon premier gros down de me retrouver seule et d'avoir un peu peur comme ça, de me dire en fait je veux pas y arriver, quoi. Ok. Et donc finalement comme souvent, ce sont le rencontrer avec d'autres personnes, se rapprocher de la réalité d'autres gens, avoir du soutien, ouais. Qui fait que tu t'en sors. Et donc c'est fou, donc le Start Lab, tu peux rester... ça faisait 1 an et demi, quoi, voire 2. Ouais, au total, on est resté plus de 3 ans. Ok, waouh, je savais pas du tout. C'est 3 ans, normalement. Ok, je savais pas que c'était si long. Mais ouais. Okay, génial, pour le coup. Très bien. C'est quoi aussi pour comprendre un peu les enjeux, je fais une petite pause là-dessus. Je lisais la stat qui est sur votre site, c'est qu'il y a 70% plus ou moins de taux de récidive s'il n'y a pas de remise à l'emploi. Ouais. Et s'il y a une remise à l'emploi, le taux de récidive est de 15%. Ouais. Est-ce que tu peux me partager un peu ça, d'autres stats aussi, peut-être pour comprendre en fait l'enjeu de la réinsertion aussi professionnelle ? Ouais. De manière générale, il faut savoir qu'il y a relativement peu de stats sur tant la récidive que d'autres aspects sur le milieu carcéral. D'accord. Donc parfois c'est compliqué parce qu'on nous demande souvent certaines stats et en fait il n'y a pas. Mais donc on tire quand même certaines données de différentes études qui sont pas toujours belges mais parfois françaises ou anglaises ou quoi que ce soit. Donc ça c'est une info. Une deuxième info, c'est que si on revient sur le chiffre de la récidive, par rapport aux différentes études qu'il y en a pas beaucoup, il y en a quelques-unes. Les études sont faites sur base de différents facteurs, sur base de différents par exemple, différents critères, c'est ça que je voulais dire, merci. Et donc, t'en as qui vont faire une étude sur 2 ans, il y en a qui vont faire une étude sur 10 ans, et donc évidemment, ça va changer. Mais les grosses tendances qui ressortent, c'est effectivement que il y a 2 ans, on parlait plutôt de 60% de récidive, et là récemment, ça c'est le INCC, l'Institut National de Criminologie et Criminalistique, qui a communiqué qu'en fait on arrivait aux 70%. Ok, c'est fou. Ouais, ce qui est énorme, ce qui est vraiment gigantesque. Et en fait, c'est aussi un truc où quand je faisais ce bénévolat et que du coup je me renseignais sur plein d'autres choses, je me rendais compte aussi de ça, je me disais mais en fait c'est n'importe quoi, c'est ridicule, ça m'énervait comme ça, c'était et surtout de savoir qu'en fait il y a moyen de faire, enfin il y a moyen, en tout cas de mettre des choses en place pour faire en sorte qu'il y ait moins de récidives. Après pour moi normalement, selon moi, c'est pour ça que j'étais fort attirée par l'aide à la jeunesse, faudrait travailler beaucoup plus sur la prévention et faire en sorte, prévention ou même
changer certaines lois, ou je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour faire en sorte qu'il n'y ait pas autant de personnes en prison dans un premier temps. Ouais, parce que là, c'est une solution, je dirais, sur réactive et moins préventive. Voilà. Ce qu'au départ, je trouvais qu'il y avait beaucoup moins de sens, mais en fait, aujourd'hui, vu la situation, aujourd'hui, c'est comme ça, il faut... Parce que dans la réaction qui est le fait qu'il y ait des personnes emprisonnées, donc il peut avoir des risques de récidive, tu es dans une forme aussi de prévention, mine de rien, dans cette sous-catégorie-là où tu vas tenter de la diminuer aussi. Et de permettre aussi à des gens d'être épanouis dans leur quotidien et d'avoir finalement une nouvelle vie ou une autre vie qui s'offre à eux, quoi. Ouais. Ok. Et donc, je sais plus c'était quoi ta question. C'était des stats, c'était l'enjeu. Donc tu me parles du fait que voilà, il y a des choses que tu changerais. Ici, donc on parle majoritairement des détenus, on parle pas des peines alternatives. Donc toi, tu vas accompagner des gens qui sortent uniquement de prison ? Non, c'était l'idée de base. Et puis on a changé en disant passé judiciaire pour pouvoir être plus large sur le public qu'on accompagne. Alors dans la réalité, c'est principalement des personnes qui sont passées par la case prison, mais pas seulement. C'est pas un critère absolu. Et alors, parmi les personnes qu'on rencontre, il y a de tout. Il y a des personnes qui ont peut-être fait 2 jours, il y en a qui ont fait, j'allais dire 20 ans, ça c'est un peu moins, mais c'est un peu moins fréquent plutôt. Intéressant à savoir que la durée moyenne d'incarcération en Belgique est de 9 mois. Ok, je sais pas du tout. Les détentions préventives compris. D'accord. Ok. Ce qui est aussi intéressant de savoir, je trouve, c'est que souvent on va penser que quand quelqu'un a fait quand même une longue peine, plusieurs années, on va vite se dire il a fait quelque chose de vachement grave, ou considéré comme grave. Et en fait, il y en a beaucoup aussi qui... Et puis, il y en a beaucoup qui vont faire un petit vol ou des faits qualifiés comme moins graves, qui vont avoir un sursis, et puis qui vont... Faire un deuxième délit, un troisième. Délit, et puis ça va s'accumuler, et puis ils vont se retrouver tout d'un coup avec une peine de 10 ans. Ouais, parce que 5 fois 2 ans de sursis, ça fait 10. Et donc, si jamais tu te fais choper à un moment, ok. Je comprends. Donc c'est pas toujours un raccourci qu'on peut faire de la durée de la peine veut dire qu'il y a tel ou tel fait d'erreur. Et puis en fait, je dis ça, mais en même temps en disant ça, je me dis, mais en fait, aussi l'idée chez Unago, et ce que je pense aussi très très fort en moi, c'est qu'en fait, peu importe ce qui s'est passé hier, c'est vraiment l'idée de regarder aujourd'hui et demain. Et comme je l'ai dit au début, et c'est un candidat qui a dit ça un jour et je trouvais ça super parlant, c'était de dire j'ai fait des choses mauvaises, mais je ne suis pas une mauvaise personne. Et je trouve ça génial comme phrase, et tellement vrai. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui sont réellement mauvaises. Tu fais des choses mauvaises, mais je ne suis pas une mauvaise personne. Ouais. Et du coup, dans la réalité aussi, pour comprendre justement les dynamiques, est-ce que quelqu'un qui va être emprisonné plus longtemps va avoir plus de difficultés à être réinséré ? Ça me semble assez logique en le disant, mais bon, comme je peux être surpris de la réalité, j'ai envie de savoir ce que toi t'en dis. Oui, je pense quand même. Après, c'est beaucoup de cas par cas. Donc on agrège à un moment des données, mais... Donc voilà, mais effectivement, je pense que quelqu'un qui a fait une plus longue détention va avoir potentiellement plus de mal, parce qu'il y aura eu un plus gros décalage, plus de liens qui se seront brisés. Je sais pas si tu as vu le film... merde, comment ça s'appelle ? Même l'acteur, je reviens tout dessus. Sur la prison d'un gars qui a été incarcéré, puis non, tu vois pas. J'ai vu plusieurs films de prison, mais Redemption. Un Shawshank Redemption. Oui, c'est ça. C'est ça, oui, je l'ai vu il y a très longtemps. Il y a quelqu'un qui est libéré, et en fait, qui se fait presque renverser par une voiture, parce que probablement, quand il était entré en prison, il n'y avait pas autant de voitures. Ok. Et ça, c'est typiquement des choses qui effectivement arrivent, pas par rapport aux voitures spécialement, mais par rapport à ok, en fait je prends le bus, mais je sais plus comment je dois payer un ticket, ça a changé, et nous on se rend pas compte parce qu'on est dedans. Le coût de la vie aussi, ça j'ai déjà entendu. Mais le développement informatique et tout évolue tellement vite qu'il y en a qui sont perdus, quoi. Ok. C'est quoi les préjugés que tu aimerais casser, dont tu parlais au début de l'épisode ? Préjugés, c'est de dire genre ouais, non, mais bon, passer judiciaire, je suis pas une assistante sociale. Et donc l'air de dire que en fait les personnes qui sortent de détention
vont être des personnes qui vont pas y arriver, qui vont être un peu des, entre guillemets, cassos. Ok. Je grossis un peu le trait, mais voilà, c'est bien, c'est un préjugé, c'est le but. Donc, et en fait, c'est complètement faux. Parce que, oui, ces personnes-là ont beaucoup de difficultés quand ils sortent de détention à plein de niveaux. Mais ça n'empêche que ce sont quand même juste des humains qui ont envie de travailler, qui ont leur motivation et qui ont des compétences aussi. Ouais. Ok, moi je le comprends, tu me dis si je me trompe, mais c'est que certes, il y a peut-être des compétences qui peuvent manquer, mais que ça n'enlève pas l'attitude ou l'énergie que la personne peut mettre à acquérir des compétences qu'elle n'a pas encore, ou même d'utiliser des compétences en fait, qu'elle avait, qu'on disait qu'elle n'avait pas, mais en fait qui sont complètement exploitables et déjà dans le métier qu'elle va faire. Ça peut aller dans les deux sens, en fait. Ça peut être parfois peut y avoir les compétences qui sont là, mais une attitude qui n'y a pas, ou une attitude qui a des compétences qui n'y sont pas. Okay. Et en fait, ce que je trouve important de souligner, c'est que y a les personnes que nous on rencontre sont complètement comparables à des personnes qui vont se présenter dans une agence d'intérim. Ok. Je dis agence d'intérim parce que c'est souvent à ça qu'on se compare, mais y a des super personnes, super motivées, qui ont vraiment envie, tout comme il y en a qui n'ont pas du tout envie. Et le rôle, notre but chez Unago, c'est pas d'aider spécialement tout le monde, c'est d'aider ceux qui ont envie d'être aidés, qui ont envie de trouver un boulot et qui ont envie de changer de trajectoire de vie, si je peux dire ça comme ça. Très bien. Pas tout le monde est prêt à l'emploi quand il sort de détention, certains le seront peut-être jamais. Il y a toute une catégorie de personnes qu'on doit aider, à qui on doit donner un emploi. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc justement, ceux que vous voulez aider? Oui. Oui, c'est ça, ok. Ouais. Et là, j'ai vu donc dans votre service, c'est en 3 étapes. Donc, tu as la pré-embauche, l'embauche et la post-embauche. Ouais. Comment vous fonctionnez? Ouais. Donc, on fonctionne grosso modo comme une agence de recrutement classique, avec les 2 grosses différences qu'il y a d'une part le public à l'emploi et, comme tu dis, les 3 étapes. Ouais. On va tout d'abord, on a notre processus pré-embauche qui commence chez une série de partenaires qui sont les ASBL, dont je parlais là tantôt, des centres de formation et des services publics comme par exemple Actiris ou les CPS. Ça commence par là. Ça commence par là. C'est eux qui vont nous fournir des candidats, si on peut dire ça comme ça, et qui vont parler de Unago à leurs bénéficiaires, stagiaires ou autres, qu'ils estiment prêts à l'emploi. En disant, si tu cherches un emploi, tu as un passé judiciaire, va chez Unago. Ils arrivent ensuite chez nous. Et prêt à l'emploi, comment quelqu'un va qualifier une personne de prête à l'emploi? Oui, ça veut un peu tout et rien dire, prêt à l'emploi. Théoriquement, disons que c'est le fait d'être en ordre au niveau administratif, d'avoir un logement plus ou moins stable et de ne pas être... Si il a été complètement dérythmé en détention, d'avoir retrouvé un rythme de vie plus ou moins ok. Parce que tu as des personnes qui dorment la journée, qui vont fumer toute la nuit, et que tu peux pas mettre demain à l'emploi parce que se réveiller tous les matins à 8h et faire des journées complètes, ça va juste pas le faire. Ok. Et donc c'est à ça que peuvent servir les autres associations SBL? C'est de travailler sur d'autres aspects de la réinsertion, un autre rythme à la... Ok. S'accommoder, je veux dire, de la manière dont la société actuelle fonctionne. Ouais. Donc il n'y a pas de critères bien précis qui vont dire t'es prêt ou t'es pas prêt à l'emploi, mais c'est plus... Je me doute, mais j'avais besoin d'un peu plus de détails. Ok, donc quand, de manière subjective, comme beaucoup de choses, tu qualifies quelqu'un de prêt à l'emploi ou cette ASBL, là on t'envoie le contact. Ou, ok. Et c'est toi qui reprends contact après? Ou c'est la personne qui doit, elle, faire la démarche de venir te voir? Non, l'idée c'est vraiment que ce soit eux qui prennent contact avec nous. Au départ c'était par téléphone. Aujourd'hui on a un formulaire en ligne où ils complètent le formulaire et puis nous on les recontacte. Ok. Mais l'idée était vraiment que ça vienne. On voulait que ça vienne vraiment d'eux et que ce soit pas nous qui devons courir derrière. Et ça c'est l'idée du début jusqu'à la fin. Donc ils remplissent le formulaire, on les recontacte, on commence le suivi de 3 rendez-vous. Ou suivi individuel de 1 heure chaque fois, où le but est vraiment d'apprendre à les connaître, de créer un lien, une relation de confiance entre ce chercheur d'emploi-là et son référent Unago, des personnes de l'équipe. Et puis on va parler on va regarder son CV, mais surtout on va aussi parler de tous les autres aspects de sa vie. Pour avoir une image bien complète de quelle est sa situation, est-ce que potentiellement il y a d'autres choses qui doivent encore être faites avant de commencer un emploi? Est-ce que comment ça se passe
dans son milieu familial, s'il a une famille, comment... pour avoir une idée bien complète, s'il a des questions ou besoin d'aide à d'autres niveaux, pouvoir y répondre ou rediriger vers les partenaires qui sont plus spécialisés dans d'autres questions. Et puis indirectement, aussi à travers ces 3 rendez-vous, c'est une manière pour nous de tester la motivation. Parce que, effectivement, il y a des personnes qui prennent un premier rendez-vous, on fixe un deuxième, et puis qui ne viennent plus. On va en général pas les rappeler. Parce qu'on veut que ce soit vraiment eux qui viennent vers nous et qui disent j'ai envie d'un emploi, je reprends rendez-vous. Quoi. Ça a été un débat typiquement, cette position ou c'était assez clair dès le début? Non, c'était assez clair dès le début. Okay. Alors, chacun fait dans l'équipe un peu comme il le sent quand même. Il y a pas de... je dirais qu'il y a peu de règles très... Ouais, non, il y a quand même des règles, des trucs qu'on doit suivre, parce que sinon il y a plus de sens dans nos process, mais il y a certaines choses sur lesquelles on agit un peu comme on le sent avec nos candidats. Ou si quelqu'un a vraiment envie de rappeler la personne parce qu'il est inquiet ou quoi, on peut le faire. Ok. Très bien. Et donc, quel pourcentage va au bout du process des 3 entretiens et très bonne question. En fait, on a mis en place un CRM pour pouvoir bien traquer les stats. Et c'est ma collègue qui est devenue la pro CRM stats. Et ce chiffre-là, on n'en a plus parlé depuis un petit temps, donc je ne saurais malheureusement pas te répondre. Mais on est quoi? Autour de 50, de 80, de 20? J'ai le sentiment comme ça qu'avant, il y en avait beaucoup plus. Et je dirais qu'on était à 50. Ok. De personnes qui n'allaient pas jusqu'au bout, et maintenant beaucoup moins. Mais peut-être parce que vous avez plus de volume. C'est un peu ça. Peut-être qu'au début, tu n'avais que des personnes entre guillemets qualifiées dans le processus, et que maintenant, comme c'est plus connu, ça attire plus de monde. Réfléchis avec toi. Hein. Oui. C'est toi qui connais ton business. Honnêtement, je ne sais pas, mais je devrais demander les stats précises à Loïse. Mais du coup, on va dans le bon sens. Donc ça, c'est chouette. Après, voilà, ça fait partie du truc. Donc, 3 entretiens dans le but d'évaluer la motivation, la situation de la personne, comprendre s'il y a d'autres éléments qui peuvent être bloquants. Ouais. Et à l'issue des 3 entretiens, quel est l'objectif? Soit on a directement des jobs sous la main, on lui présente, on voit avec lui si ça correspond, etc. Il nous dit oui ou non. Soit on n'a rien sous la main et on reste en contact. Et alors, dès qu'on a une entreprise qui nous appelle pour dire « Ok, je cherche tel profil » et qu'on pense qu'il correspond, on l'appelle. Mais a priori, voilà, le suivi s'arrête. Il y en a certains qui rappellent régulièrement, d'autres pas. Voilà, ça dépend un peu. Une fois qu'on a un job et que ça correspond à un de nos candidats, on envoie le CV à l'entreprise, avec aussi toute une présentation faite par Unago avec notre feedback, etc. Feedback dans lequel on essaye aussi d'être le plus transparent possible. Sur, du coup, le passé de la personne? Pas sur le passé de la personne. Ça, c'est vraiment une des seules choses, je pense, sur lesquelles on est très strict. On ne dira jamais rien à l'employeur par rapport au passé, par rapport aux détails du passé de la personne. Ce que l'employeur sait, c'est que la personne a un passé judiciaire, parce que c'est la marque Unago, on va dire. Et that's it. Nous, on va aborder le passé judiciaire avec les candidats pendant les 3 rendez-vous. Mais dans quel but? Étant donné que tu me dis que c'est pas un critère de choix. Non, on prend tout le monde, il n'y a pas de... On va pas faire une différence par rapport à la nature des faits, mais plus dans le but, en fait, ça rassure les entreprises de savoir qu'on sait. Ok. C'est une sorte de gage de... Ok. Voilà. Et puis après, on va... ce que je dis souvent aussi aux entreprises, c'est on va pas placer une personne qui aurait fait de la fraude fiscale dans un poste de comptable ou des choses du style. De manière générale, on fait les choses de manière réfléchie. Notre but, c'est que ça fonctionne, évidemment, pour tout le monde. Pour le gars, pour l'entreprise et pour Unago, pour la suite. Bien. Dans le but, du coup, pas de comprendre. Donc vraiment, vous prenez tout type, tu m'as dit, de profil. Donc aussi bien qu'il y ait eu de l'agression, de physique, que des méfaits, je veux dire, qui n'ont pas impliqué de blessures humaines. C'est vraiment du tout. Ouais. Ok. Vraiment dans cette idée de, en fait, on regarde pas hier, mais on regarde aujourd'hui. Et demain. Et tu peux un peu me partager peut-être des belles histoires de réussite, des histoires qui ont moins bien fonctionné. Ouais. Et peut-être, alors je te laisse d'abord conclure, sinon... Mais donc ça, c'est l'embauche, tu fais un matchmaking. Donc tu me dis, t'envoies le dossier. On envoie les CV aux entreprises. Ouais. L'entreprise peut dire, ok, je veux rencontrer telle ou telle personne ou je veux pas les rencontrer. On fixe un entretien d'embauche.
À ce moment-là, nous, on recontacte, disons, on va l'appeler Michel. Ouais. Je le recontacte pour un 4e rendez-vous. Et là, pour le briefer un peu sur l'entreprise, lui donner des tips. Tu le coaches un peu sur... Je le coach un peu. Sur comment bien gérer un entretien, quoi. Voilà. Cool. Je réponds à ses questions, je le déstresse. Ça arrive quand même régulièrement qu'il y en a qui nous disent qu'ils n'ont jamais eu un entretien d'embauche. Ouais. Je peux complètement imaginer, sans mettre à leur place, t'es sorti de prison. Comme tu dis, peut-être que t'as jamais d'entretien. Ouais. Ça doit foutre les boules. Ouais, en plus, il y a l'enjeu de waouh, ça va peut-être être ce qui va me permettre de continuer à m'épanouir en tant qu'être humain dans la société. Et je peux comprendre que tout ça mélangé et de se demander tiens, est-ce que j'ai les compétences pour réussir cet entretien, ça peut générer énormément de stress. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont quand même déjà travaillé avec des missions d'intérimaire, etc. Mais en fait, en général, il n'y a pas d'entretien quand tu passes par une agence d'intérim. Ok. Ou c'est 10 minutes au téléphone. C'est pas la même chose. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est aussi pour expliquer quel est le processus, à quoi ils peuvent s'attendre. Et typiquement, on a eu... c'est l'entreprise qui va choisir comment est-ce qu'il fait ses entretiens. Est-ce qu'il en fait un de 20 minutes, de 1 heure, est-ce qu'il en fait 2, peu importe. On demande juste que ce soit la même chose que pour toute autre personne dans l'entreprise. Oui. Et donc, tu avais une entreprise qui faisait 2 entretiens. Et puis, tu as un de nos gars qui fait son premier entretien. Ça s'est super bien passé, trop content et tout ça. Puis, je lui explique en fait qu'il y aura un 2e entretien. Et puis, lui, à moitié en rigolant, me dit et quoi, c'est parce que j'ai un passé judiciaire, ils veulent me voir 2 fois, c'est quoi cette histoire? Et il trouvait ça en fait hyper étonnant qu'il y ait 2 que pour son job, ils doivent le rencontrer 2 fois. Ok. Et donc là, j'ai dû lui dire non. C'est une pratique courante. C'est une pratique courante, effectivement. C'est pas du tout parce que c'est toi. Ok. Parfois des petits détails comme ça. Ok. Et c'est majoritairement des hommes. Vous avez des femmes que vous avez... On en a rencontré, je pense, 3 max. Ok. Et en fait, on nous a posé la question il n'y a pas longtemps, et ma collègue Aloïse, qui est là depuis plus d'1 an, n'a encore jamais vu de femme chez une ago. Et en fait, c'est dans la population carcérale, c'est des stats qui datent d'il y a quelques années, comme je te disais, il n'y a pas beaucoup de stats, donc j'ai pas les derniers chiffres, mais on dit qu'il y a 95% d'hommes dans la population carcérale belge, ce qui représentait il y a quelques années 5% de femmes, plus ou moins 500 femmes. Ok. La population entre-temps a augmenté, donc ça doit un peu changer, mais on reste dans les mêmes... Très bien. Dans les mêmes vibes. Donc on a... Ok, très bien. Ouais. Mais du coup, pour continuer sur le process, j'envoie le CV, je le reçois une 4e fois, je le brief, il va à son entretien d'embauche, tout seul. On n'accompagne que très très rarement. On prend les feedbacks, on voit mise à l'emploi, normalement. C'est quoi en général, pareil, tu vas me dire, t'as peut-être pas la stat, mais le taux de personnes qui sont mises à l'emploi une fois que on les envoie à l'entretien, le taux de réussite à l'entretien, je dirais. Ouais, il est bon, ça c'est chouette. Cool. On aimerait bien augmenter le nombre de personnes qui partent en entretien, le nombre d'envois de CV, etc. Par contre, une fois qu'on les envoie en entretien, qu'on envoie des CV et qu'on les envoie en entretien en général, c'est positif. Donc c'est très chouette de voir qu'on fait la bonne sélection. Et c'est aussi ça, en fait, toutes les valeurs ajoutées qu'on apporte à travers un long processus, c'est on n'a pas envie d'envoyer pour envoyer. Si on envoie quelqu'un, c'est qu'on pense réellement que ça match. Ok. Et que cette personne est prête à l'emploi, motivée. Oui. Et c'est sur combien de temps que dure le process finalement de la pré-embauche jusqu'à l'embauche? Alors il n'y a pas de règles strictes. En général, on va faire à chaque fois 1 semaine entre, dépendamment de notre agenda. Parfois, ça peut être 2 semaines. Mais donc en 1 mois, si jamais ça va vite, tu peux avoir un emploi, quoi. Ouais. Bon, si tout s'enchaîne. Oui, et s'il y a un emploi au bout de la route. C'est ça. Ouais. En général, ça prend quand même un peu plus de temps. Okay. Mais ça se peut. Très bien. Et tu disais que vous vouliez augmenter le nombre de CV que vous allez envoyer. Oui. C'est quoi qui vous bloque aujourd'hui? C'est pas assez de postes ouverts. Ok, donc là il y a un travail à faire sur récupérer des entreprises. Ouais. Okay. Puis il y a des entreprises, mais elles recrutent une fois, elles recrutent pas spécialement plus, donc on doit constamment, comme dans tout job de vente, constamment prospecter, trouver des nouvelles entreprises. Ce qui est d'ailleurs assez chouette à faire, je trouve, parce que c'est pas juste prospecter, c'est aussi sensibiliser, convaincre de quelque chose qui est hyper important, à mes yeux en tout cas.
Et c'est super intéressant de se rendre compte de la réalité des entreprises, c'est super différent. Moi, j'ai l'impression d'apprendre tellement, et puis quand on va en général sur place chez l'entreprise, on se rend compte de comment ça se passe dans le back-office, je sais pas si c'est vraiment... Enfin, comment... l'envers du décor, quoi. Faut l'envers du décor, ouais, voilà. Et j'adore. Ok. Et puis, tu as la post-embauche. Et puis, à la post-embauche, une fois qu'il y a une mise en emploi, on fait un suivi post-embauche de 12 mois. Théoriquement 4 rendez-vous en présentiel, en tripartite, avec une personne de l'entreprise, le travailleur et une personne de Unago. Premier mois, 3e mois, 6e mois, 12e mois, ça c'est théorique. Mais on est flex, on voit un peu comment ça se passe. C'est déjà arrivé qu'on supprime un rendez-vous post-embauche parce qu'en fait ça servait à rien, ça se passait très bien. Ça roule, quoi. Ça roule et on n'a pas envie de faire perdre de temps pour faire perdre du temps. C'est déjà arrivé qu'on fasse un rendez-vous supplémentaire. Ok. Aussi. Et qu'est-ce que vous vérifiez et quel est l'objectif? Parce que donc vous vérifiez que ça se passe bien. Ouais. Mais donc ça voudrait dire quoi que ça se passe moins bien? Quels sont vos leviers? Ouais. L'objectif, c'est un suivi RH assez basique. Où on va poser les questions la première fois, ça va être quelles sont tes impressions, puis quelles sont les attentes de l'un, de l'autre, les objectifs, est-ce que c'est bien clair, est-ce que les objectifs sont atteints, et puis quelles sont les potentielles difficultés de l'un, de l'autre. Ça va être l'occasion pour le manager de surtout souligner les points positifs et d'éventuellement dire ce qui ne va pas pour s'améliorer pour la prochaine fois. Ok. Donc c'est assez basique et en fait je me rends compte que dans certaines entreprises ça se fait pas. Enfin, dans certaines entreprises ils ont un bon suivi RH, etc. Mais dans plusieurs entreprises ça ne se fait pas et c'est super important et que parfois quand il y a des petits problèmes c'est parce qu'il y a eu un manque de communication. Comme souvent dans beaucoup de problèmes. Ouais. Le fait qu'on accompagne, c'était chouette de me rendre compte de ça. La dernière fois que j'ai fait un suivi post-embauche, c'était en fait l'employeur qui me dit mais c'est fou parce que j'essaye de lui poser des questions, etc. Mais j'ai l'impression de devoir lui tirer les verres du nez et j'y arrive pas. Et en fait, comme en général, j'ai créé un bon lien avec les candidats, je viens, ils ont confiance en moi, ils savent que je suis là pour aider. Enfin, je suis vraiment au milieu des deux, j'aide les deux, j'ai pas de position ou quoi. Et où en fait, ils se sentent à l'aise de pouvoir s'exprimer. Ok. Et puis évidemment, avant le rendez-vous et après, j'appelle en individuel pour voir, est-ce que parfois ils me parlent de choses qu'ils n'ont pas spécialement envie de dire en rendez-vous, donc je respecte ça. Mais si j'estime que c'est vraiment important, je vais essayer de pousser vers le fait, enfin, vers l'action. Et tu peux avoir quoi comme genre de cas de figure de tout? De manière générale, ça s'est toujours relativement bien passé. Ok. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Non, j'en ai pas un qui me vient comme ça, okay. Mais ça va sûrement me revenir, donc je pourrais, si je pense, je te dirai tantôt. Ok, donc pré-embauche, embauche, post-embauche. Mais justement, tu parlais d'histoire, moi, de manière plus globale. Ouais. Qu'est-ce que tu peux raconter comme justement super réussite, des choses qui sont moins bien passées, pourquoi? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer justement pour que ça arrive moins? Des belles réussites, je vais en citer une de Hamza, qui lui avait un passé relativement lourd, en tout cas une grande partie de sa vie était pas spécialement en détention, mais en tout cas plus ou moins enfermé, en tout cas en institution IPPJ détention, et qui en fait qui connaissait presque que ça. Okay. Et donc je le présente à une entreprise, j'ai fait donc tout le parcours, bonne relation, je le sens super motivé. Okay. Qui commence dans une entreprise en contrat à durée déterminée. Ouais. Et puis en fait qui très rapidement ça se passe super bien. Au bout de 3 mois, il reçoit son CDI. Et il habitait chez ses parents. Très rapidement, il a loué son petit studio. Ah, génial. Et en fait, et puis maintenant, il est venu assez rapidement. Il a envoyé son frère nous apporter des chocolats. Et en même temps, il a envoyé son frère pour un suivi aussi. Okay. Et en fait, je l'ai régulièrement au téléphone.
Et c'est génial comme réussite. Il est super reconnaissant, il est super. Mais c'est pas une histoire, enfin, c'est une histoire assez basique de quelqu'un qui a un parcours, qui avait jamais vraiment bossé et qui a son CDI maintenant. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, c'était il y a une bonne semaine. Enfin, il m'explique qu'il a hâte de partir en vacances cet été, que tout se passe trop bien, qu'il est super content et en fait que maintenant il aimerait bien trouver une copine et créer une famille. C'est génial. Et c'est trop chouette de se dire qu'en fait, sans boulot, il serait peut-être resté dans ses conneries, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. Il y a combien de personnes qui ont été mises à l'emploi depuis le lancement du Nago ? Il y en a eu... depuis le lancement du Nago, comme on a créé l'ASBL très rapidement, c'est plutôt depuis un bon 1 an et demi qu'on a commencé avec les mises à l'emploi. Et depuis, il y a eu 16 mises à l'emploi. Ok. Toutes se sont très bien passées. Il y en a eu 2 qui se sont moins bien passées. Aujourd'hui, il y en a encore 10 qui sont encore à l'emploi. Et je trouve que c'est toujours intéressant de dire, parce que parfois on nous pose la question directement, et combien sont encore à l'emploi, pour se dire combien il y a eu de réussite. Mais en fait, c'est pas toujours, on peut pas toujours dire que c'est parce qu'ils sont plus à l'emploi que c'est pas une réussite. Parce que des fois, tu avais des CDD. Parce que parfois il y a eu des CDD. T'en as un qui a eu, pour citer 2-3 exemples, il y en a un qui a été renouvelé d'un CDD à un autre CDD, et puis qui n'a pas été renouvelé parce que l'activité économique de l'entreprise diminuait. Ouais. Et donc, voilà, ils étaient ravis de ne pas renouveler le contrat d'un des ouvriers. T'en as un qui est resté quelques mois, et en fait, qui ne s'y retrouvait pas pour certaines raisons. L'employeur était super content. Ok. Et donc, malheureusement, ça s'est terminé de commun accord. Et puis, l'entreprise a recruté quelqu'un d'autre de chez nous. Donc, je vois ça comme une belle réussite, même si finalement, la personne de base, pour le moment, est encore à la recherche d'un nouvel emploi. Ok, via vous, du coup. Via nous, et il cherche aussi de son côté. Ça, on recommande aussi toujours. Oui. Il faut qu'il cherche un peu partout. Très bien. Et tu disais que voilà, c'était les exemples de métiers. Tu peux être un peu plus précis sur les types de métiers qu'il y a ? Alors, on vise principalement les métiers peu qualifiés parce que c'est les profils qu'on retrouve en détention, majoritairement, sans mettre tout le monde dans le même sac. Et donc aujourd'hui, les différents métiers qu'on a eus sont finalement, il y a des choses assez différentes, des choses qu'on n'aurait pas du tout cru de base parce que ça nous est un peu tombé dessus. Mais donc ce qu'on vise principalement, et ce qu'il y a le plus, c'est tout ce qui est ouvrier de production, magasinier. Okay. C'est surtout ces 2 postes-là en fait. Aujourd'hui, on a 2 personnes qui sont dans le bâtiment. On a une personne qui est dans l'ORECA, qui gère une partie du bar. Ok. Il y a 2 personnes qu'on fait recruteur de rue. Donc ça, c'est totalement autre chose. C'est recruter de l'argent pour une bonne cause. Ok. Ouais. T'as une personne qui travaille en ASBL et ça c'est une très chouette histoire, je trouve, qui est maintenant, qui s'occupe de jeunes qui sont décrochage scolaire et ou qui ont des problèmes avec la justice, et qui aujourd'hui en fait éternel bénéficiaire, a trouvé un emploi via nous, et aujourd'hui est notre partenaire parce qu'il nous envoie aussi des jeunes qui ont un problème avec la justice à trouver un emploi via nous. Très bien. C'est pour ça que vous avez étendu, parce que, comme tu dis, avec un problème avec la justice versus issu du milieu carcéral, pour que en fait, toute personne toute personne qui a du mal à trouver un emploi à cause de ces problèmes de la justice peut venir chez nous. Maintenant, parfois, dire à cause de son passé judiciaire, c'est parfois très direct comme explication, parce qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Mais Très bien. Et là, vous êtes combien dans l'équipe pour le moment ? On est 4 dans l'équipe. Très bien. Et donc il y a toi, Aloïse, c'est ça, qui est la nouvelle directrice avec toi. Vous co-dirigez. On co-dirige à 2. Ouais. Très bien. Et 2 employés. Oui, tout à fait. On a Charlotte qui est marketing manager, qui est là à mi-temps, et on a Louise qui est conseillère en recrutement. Ouais, très bien. Et je vais aborder un sujet qu'on a abordé avant. Tu as dit que c'était OK. Pour justement mettre aussi en évidence les étapes par lesquelles passe une jeune boîte. Tu disais que tu avais recruté quelqu'un récemment, toi, et avec qui ça s'est terminé. Oui, tout à fait. Et je trouvais intéressant de partager cette réalité-là auprès
Mais nos auditeurs, auditrices, il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs, entrepreneuses qui vivent ça, peut-être qui vont le vivre, qui veulent lancer un projet et qui n'ont pas encore été confrontés au recrutement et finalement l'importance de aussi bien recruter. Ouais. Et donc voilà, je voulais juste aussi que tu nous partages comment c'est pour toi, comment ça s'est passé, ce que tu retires aussi de toi comme apprentissage. Ouais, tout à fait. Donc on avait recruté une 5e personne et en fait, malheureusement, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de match. Ouais. Ça a été très compliqué parce qu'on s'en est rendu compte relativement rapidement et c'était de se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait ? On voit qu'il y a un problème. Oui, qu'est-ce qu'on fait en fait ? Et donc on en a beaucoup discuté. On a dans un premier temps d'abord adapté la formation, adapté un peu... l'accompagnement, la formation du job, tout simplement. Et puis en fait, on se rendait compte que c'était peut-être pas que ça. Et on a décidé de mettre fin au contrat. Ok. C'est vraiment hyper compliqué, psychologiquement parlant, parce que c'est horrible de faire ça. T'as vraiment pas envie, mais à ce moment-là, tu dois faire la part des choses entre j'ai pas envie parce que à titre personnel et en fait pour une ago quand t'es une petite équipe surtout 5 personnes c'est un 5e de l'effectif et des résultats et tout ça et en fait c'était juste pas faisable, donc on a décidé de mettre fin au contrat et finalement c'était très rassurant parce que la personne sentait la même chose que nous on sentait, donc ça s'est super bien terminé et donc du soulagement des deux côtés. Est-ce que ça t'apprend quelque chose dans ton métier ? Tu vois, pour l'exercice de ton métier qui est le recrutement ? Oui. Ça m'apprend, ça me confirme en fait quelque chose, c'est que en fait le recrutement c'est pas facile, que on peut jamais savoir en fait. On peut jamais savoir et c'est toujours un peu un pari en quelque sorte. Et donc ça confirme ça et effectivement même nous qui travaillons dans le recrutement on fait des erreurs aussi, donc voilà. J'en ai déjà pas mal décortiqué, mais t'es dans le recrutement, tu viens du monde du droit, de la criminologie, bon certes t'as une médiation, enfin tu t'es formé dans une forme de médiation. Le recrutement c'est un monde qu'on va souvent attribuer au monde RH qui sont issus potentiellement d'études en psychologie ou autres. Comment toi tu as développé ces compétences-là ? Est-ce qu'il y a des personnes du coup que toi tu recrutes dans ton équipe, vous êtes 4, qui sont spécialisées là-dedans pour avoir toi aussi des compétences parce que c'est un métier. Donc moi je suis pas du tout formée là-dedans. J'avais commencé une petite formation en ligne que honnêtement j'ai pas terminé. Donc c'était beaucoup de l'apprentissage de terrain, de la débrouillardise, téléphoner à gauche à droite. Quand Aloïse est arrivée, en fait Aloïse avait travaillé en agence de recrutement. Et à côté de ça, on a créé un conseil d'administration avec j'y venais, parfait. 4 personnes, dont une personne aussi qui a travaillé 10 ans chez Pitch Personnel. Oui, et donc, qui est une grande agence de recrutement. Qui est une agence de recrutement, oui, tout à fait. Parmi les personnes du conseil d'administration, on a aussi mis des personnes qui sont expertes dans différents sujets en lien avec une ago. Tu as l'entrepreneuriat, le recrutement. Il y a une avocate pénaliste et puis il y a une psychologue qui fait des suivis psy de détenus et anciens détenus. Ok. Et tu les consultes à quelle fréquence ? Enfin, vous les consultez à quelle fréquence ? Et donc, on a 4 CA par an. Ok. Comme la post-embauche. Voilà, exactement. Donc, c'est pas spécialement super fréquent. Par contre, on les appelle une fois de temps en temps quand on a des grosses questions. Ok. Ok. Donc, on a quand même bien décortiqué, comme je disais. Qu'est-ce que j'ai encore envie de savoir ? Oui, donc, vous fonctionnez avec combien ? Quel budget, pour le moment ? Si ton budget annuel, c'est quoi ? Pour faire tourner la boîte avec 4 personnes. C'est pas bien, mais je sais pas te répondre comme ça. C'est ok. Ouais. Très bien. Mais 4 salaires, en gros ? Ouais, 4 salaires et demi. Ah non, 4... oui, non, effectivement. 3 salaires et demi pour le moment. Ok.
Très bien. Mais donc, j'imagine, aux alentours de 200, 300 000 euros, il y a des frais de... parce qu'il y a des frais de fonction, vous n'avez pas beaucoup d'autres choses comme frais, et il y a un peu de revenus. Les gros frais sont les salaires, effectivement, puis il y a des frais de fonctionnement. On investit pas mal dans la communication, qui est assez importante. Vous faites ça vous-même? Vous travaillez avec des prestataires externes? On travaille de temps en temps avec des prestataires externes, Boucan, principalement. Je sais pas si tu connais. Là, ça me dit rien comme ça. Ah, attends, maintenant, je crois que c'est quelque chose. C'est deux jeunes aussi qui se sont lancés il n'y a pas si longtemps. Et alors, on a Charlotte, qu'on a engagée en janvier, à mi-temps, qui est marketing manager. Donc, c'est elle qui fait pas mal de choses. Et puis, on fait aussi appel il s'appelle Antoine Similion, qui fait les vidéos. Ok. Les vidéos candidats, de temps en temps, on va prendre leurs témoignages. Et donc, ça, c'est lui qui fait. Ok. Donc, très bien. Donc, la marketing manager sera très contente que tu fasses un podcast, j'imagine. Oui, tout à fait. Et si tu n'as peut-être pas les chiffres absolus, mais peut-être le relatif, donc le pourcentage de vos revenus de subsides versus votre service de recrutement. Pour le moment, on fonctionne principalement avec les subsides. Ça augmente de plus en plus, et l'objectif, c'est qu'on arrive à fonctionner avec moins de subsides et plus que ce soit qu'on dépasse les 50%, quoi. Ok. Parce que si on fait un rapide calcul donc d'un métier dans la manutention ouvrier, on tourne à combien, par exemple? C'est brut, c'est 2000, quelque chose comme ça? Par mois? Ouais. Brut, c'est moins? Oui. Okay. Oui, ça dépend. On parle plus à l'heure, mais dans le milieu ouvrier, mais c'est plus ou moins ça. Donc sur 25 000 euros de coûts de salaire brut par an, on va dire 25-30 000, vous avez 20%. Quoi. Alors c'est comme ça qu'on a commencé. On a commencé entre 15 et 20% selon, enfin je ne veux pas aller dans les détails, mais bon, c'était entre 15 et 20%. Et début 2025, on a changé de système pour une question de plus de transparence et de facilité, de simplicité. On s'est dit, go, on change et on va fonctionner avec un forfait. Et du coup, on a 3 forfaits différents qui se situent entre 5 et 10 000 au choix de l'entreprise. Et alors, c'est soit l'entreprise paye en une fois, soit ça sera un paiement étalé sur plusieurs mois. 3 forfaits entre 5 et 10 000. Qu'est-ce que va offrir les différents forfaits, les différentes offres? La même chose, en fait, mais c'est juste une question de paiement. Ah, alors j'ai pas compris. Quand tu dis c'est un forfait, c'est juste de l'étalement? C'est des méthodes... Mais in fine, ce sera le même coût pour le même service? Oui. Ok, très bien. Oui, non, dans le sens où soit tu payes un peu moins, mais tu payes tout d'un coup. Ok, maintenant j'ai compris. Soit tu payes plus, mais tu l'étales. Voilà. Ok, donc le classique, t'as une réduction si tu payes tout maintenant. Voilà. Très bien. Exactement. Ok. Et donc, le montant, tu disais, c'est entre 5 et 10 000. Ouais. Ah ouais, donc t'as une grosse... Donc c'est quoi? Soit une fois 5 000, soit 3 fois 300. Oui, c'est une grosse différence, effectivement. Ok, parce que du coup, je comprenais pas. Ok, très bien. Ah ouais, et qu'est-ce que ça donne, du coup, ce test? Les gens prennent 5 000? Il y a des gens qui prennent 10 000 étalés 3 fois? Non, personne n'a pris la 3e option pour le moment. C'est pas... Enfin, ça m'étonnerait que quelqu'un prenne cette option. Elle est dissuasive. Oui. Je pense que l'option 2 me paraît la meilleure, c'est un étalement des 2-3 premiers mois. Ok. Et puis le reste du paiement après. Mais non, beaucoup prennent la première option en fait. Et c'est quoi ta vision? C'est quoi tes prochaines étapes que tu aimerais atteindre avec Unago? Ouais. Et donc là, on a ouvert à Namur. Ok. Enfin, on a ouvert, on est en train d'os, c'est en cours. Et l'idée, c'est, moi, ce que je rêverais, c'est qu'en fait, Unago devienne une référence connue partout pour les entreprises qui doivent recruter de la main-d'œuvre peu qualifiée. Ou qualifiée, parce qu'on a aussi des personnes qualifiées, évidemment. Et qu'on soit connu au niveau national, qu'il y ait vraiment une antenne Unago dans toutes les grosses villes. Ok, ça c'est la vision. Ouais. Antenne Unago dans toutes les grandes villes. Ok. Toi, t'as besoin de quoi pour y arriver? Ce que j'ai besoin, c'est de... Je dirais que... quelque part, peut-être un changement de mentalité.
Quoique non, c'est un peu, je dis ça, mais alors qu'il y a plein d'entreprises qui sont super partantes et des entreprises qui viennent vers nous, donc je sais que j'exagère en disant ça, c'est pas tout à fait vrai. Je pense juste qu'on doit continuer à travailler comme on fait et qu'on y arrivera petit à petit. J'ai pas vraiment besoin, il n'y a pas vraiment un truc qui manque, c'est juste le développement qui doit se faire, qui est parfois, je trouve, un peu lent. En fait, ce que je constate au niveau des entreprises, c'est là aussi notre gros challenge. Les chercheurs d'emploi, il y en a plus qu'assez. Ils viennent vers nous sans qu'on doive faire quoi que ce soit. Au niveau des entreprises, c'est le challenge, parce qu'on arrive quand même avec un concept et avec une idée qui est pas connue, qui peut parfois être étonnante et qui peut, comme je le disais au tout début, parfois faire un peu peur. Et donc, au niveau de l'acquisition client, ça prend souvent longtemps. C'est quoi, en général, comme processus? Et ça va dépendre de si c'est une petite boîte ou si c'est une grosse boîte. Au plus gros ou plus long? Mais là, dernièrement, c'était 2 ans. Oh, wow. Il y en a 2 qui viennent de signer, ça a été 2 ans. 2 ans? Je m'attendais à 6 mois, mais peut-être 1 an, mais 2. Ouais, où il n'y a pas de discussion pendant plusieurs mois. Oui, et puis, je vois bien l'idée, mais ok, waouh. Ah ouais, donc tu travailles de longue haleine? Ouais. Ok. Et c'était des rendez-vous où je sors au premier rendez-vous et je me dis, c'est pas maintenant, mais c'est une question de temps, parce que je suis convaincue que... et contente de voir aujourd'hui qu'il y en a 2 qui viennent de signer. Mais... Et du coup, c'est des plus grosses boîtes qui vont avoir plus de besoins en recrutement, si elles ont pris autant de temps? Ou pas spécialement, ou c'était juste... Oui, a priori, oui. Et c'est quand on dit... je comprends que tu n'as peut-être pas envie de les citer, mais quand on dit plus grosses boîtes, elles ont un potentiel de recrutement chez vous de 5 postes sur une année, 10 postes? Oui. Ah oui. Après, aujourd'hui, c'est abordé comme projet pilote, où l'idée est d'en recruter un et puis de voir comment ça évolue. Et on n'est pas déjà en train de se dire, OK, combien vous allez en prendre chaque année? Non. Step by step. Mais si je comprends bien... Mais potentiellement, oui. Et c'est ça ton enjeu, j'imagine que quand tu arrives à avoir des gros noms, avec une certaine aussi renommée, qui peuvent aussi appuyer ton image de marque, tu vas peut-être, parce que là tu disais, voilà, tu as 16 mises à l'emploi, si ça se trouve à un moment tu vas avoir, c'est ton objectif, un employeur qui te ramène, qui peut engager 10, 15, 20 personnes sur une année, et donc ça peut... Oui, et c'est là où... Ouais. Ok, et qui s'occupe de l'acquisition du coup de client, c'est toi? C'est toute l'équipe. Toute l'équipe, ok. Tout le monde est au four et au moulin. Y compris le marketing manager? Non, sauf la marketing manager. Okay. Mais l'idée, c'est que vraiment, et ça on a repris du modèle d'une agence de recrutement. Enfin, il y en a certainement qui ne travaillent pas comme ça, mais de certaines agences de recrutement où en fait tout le monde fait et la prospection et la rencontre candidat. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut faire, parce que en fait, quand tu prospectes et que c'est un rendez-vous client, tu parles de tes candidats, tu fais le lien et c'est beaucoup plus facile. Et au début, j'avais plus de mal. Aujourd'hui, j'arrive facilement à prendre un exemple de l'un ou l'autre par rapport aux questions qu'ils posent. Et je peux facilement faire le lien. Et je pense que c'est essentiel. Et donc, tu disais que tu as des préjugés. C'est quoi les objections majeures que tu vas avoir, que tu dois lever, du coup Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est pas du tout toujours les mêmes objections. Okay. Il y en a vraiment une série différente. On peut avoir le classique de « c'est trop cher ». Ok. Voilà. Donc rien à voir finalement avec le fait que les personnes sont issues du milieu judiciaire, quoi. Ça peut être OK, super partant, par contre, les personnes qui ont commis tel fait, ça c'est un no-go. Comment tu réagis? Et toujours, je pose un peu des questions pour essayer de comprendre, etc. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Quelle est votre crainte? Pour certains faits, je peux comprendre, honnêtement, parce qu'effectivement... faisant ce métier-là, ça ne veut pas dire que j'adhère avec certains faits. Enfin, avec en général aucun fait. Oui, ça, tu ne vas pas adhérer avec les délits, c'est pas ton enjeu. Mais c'est pas ça la question. Et en fait, j'essaye d'expliquer que déjà, d'un point de vue légal, on ne peut pas faire de discrimination. D'un point de vue éthique non plus. Et je réexplique en fait la mission et la vision qu'on a chez Unago. Je comprends, mais le passé, c'est le passé, et on regarde aujourd'hui et demain. Je réinsiste sur le process pré-embauche qu'on a mis en place, et que ce sont des personnes, en fait, qui, peu importe leur passé, ont envie de s'en sortir. Ok. Voilà. Ok, donc cette objection-là, donc le prix, certains délits. Certains délits. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre?
C'est une objection ou pas, c'est on recrute pas pour le moment, je vais en parler à mes collègues, c'est un peu éviter le truc, mais donc c'est pas la réelle objection, mais parfois je sens que ça cache quelque chose d'autre. Ça cache autre chose. Une autre objection qu'on a eue déjà, c'est aussi en fait on trouve ça génial, etc. Par contre, on ne veut pas le faire pour peur d'avoir une mauvaise image de marque. Okay. Et que nos propres clients fouillent du coup notre entreprise en se disant il y a peut-être des personnes avec un passé judiciaire. C'est fou comme c'est vraiment un jeu de perception, quoi. Parce qu'on pourrait se dire l'inverse. Complètement l'inverse, que c'est une preuve d'avancée sociale et sociétale de la part de l'entreprise et qu'elle pourrait être reconnue pour ça. Ouais. Ok, donc ça doit être... Ok. Ouais. Moi, mon point de vue par rapport à ça, j'entends et je peux comprendre, parce que aussi je me rends compte que en lançant, surtout pour les petites entreprises, en se lançant, en fait, t'as envie que ça fonctionne, et si tu le sens pas, que t'as peur, en fait, ok, je peux l'entendre, même si je suis pas spécialement d'accord avec ça. Très bien. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Il y a eu beaucoup le pas tel fait, avec des faits à chaque fois différents. Ok. Et donc tu me dis, voilà, t'as pas besoin finalement énormément de choses pour tu dis y arriver, il faut juste taffer, que tu dois trouver l'équilibre entre le financement, j'imagine, subside. Donc là, vous continuez, j'imagine, chaque année, vous remplissez des dossiers de subsides pour pouvoir avoir plus, et pouvoir... Il y a aussi des dossiers de subsides européens auxquels vous tentez de... On en a loupé un au début, mais je crois que ce sera bientôt de nouveau le... Loupé en termes de timing? En termes de timing, oui. Ok. Parce que c'est européen en général, c'est les plus grosses poches. Oui. Non, ça j'ai plus tellement regardé dernièrement, mais bon rappel de checker ça. T'as des subsides qui, en général, c'est pour sur 1 an. Ouais. T'en as qui sont pluriannuels, mais c'est plus rare. Et du coup, en fait, tu me posais la question là tantôt de quel serait ton conseil pour d'autres personnes qui font appel à des subsides. En fait, mon conseil serait de surtout ne pas se baser uniquement sur des subsides. Et je pense que c'est le gros problème dans l'associatif aujourd'hui, et aussi parfois dans la mentalité de ce qu'est une ASBL et ce qui est une entreprise à but lucratif. Ouais. Et c'est un peu ce raccourci de ASBL, quelque chose de social, gratuit. On peut pas générer d'argent. Etc. Et du coup, je pense qu'il y a un gros écart entre ces deux mondes. Et d'ailleurs, en commençant Unago, moi, je me situais complètement dans la SBL. J'appelle ça la pure SBL, mais ça veut absolument rien dire, mais c'est comme ça que je le dis. Et en fait, comme j'ai commencé au Start Lab, qui est plus un environnement start-up, business, etc., c'est comme ça que j'ai appris, que je me suis rendu compte, en fait, que non, effectivement, et puis c'est l'entrepreneuriat social, tu allais peut-être y venir, mais non, il faut... tout a de la valeur. Oui. Et puis tu peux le voir simplement même en mode survie. Donc si tu n'es basé que potentiellement sur des fonds publics, en fait peut-être que le projet va s'éteindre naturellement et donc n'aura pas l'impact qu'il pourrait avoir si il avait trouvé d'autres sources de financement et du coup pourrait avoir plus de valeur dans la société. Donc, je comprends bien. Toi, à titre perso, c'est quoi tes doutes du moment, ou ce qui te fait peur, ce qui te trotte dans la tête? Doute du moment, je dirais pas qu'il y a vraiment un doute du moment, mais des doutes de manière plus générale. Ok. Et des doutes qui sont générales aussi. Donc, je m'explique. En fait, depuis le début, comme beaucoup, il y a des doutes non-stop sur, de manière générale, mais aussi sur plein de petits trucs. J'ai pas vraiment d'exemple maintenant parce qu'il n'y a pas spécialement un truc qui me trotte dans la tête pour le moment, mais c'est souvent de se dire en fait ça va pas aller, quoi, sans savoir pourquoi, juste tout d'un coup pris de stress, de se dire juste non, je sais pas, et puis c'est des doutes qui arrivent et qui repartent tout aussitôt. Ok. Et mais ça, c'est la vie, quoi. Et à l'inverse, est-ce que toi, tu as eu des préjugés sur ta capacité à travailler dans ce domaine? Tu vois, vu qu'on pourrait se dire, pas du tout issu du milieu carcéral, toi, tu l'as découvert en tant que via du coup l'accueil que tes parents ont fait, via les camps du juge, un autre parcours. Est-ce que toi, on a déjà remis en question ta crédibilité à ce niveau-là?
Non, je pense pas que je le sache. Enfin, mieux, pas directement à moi en tout cas. donc non. Et moi personnellement, je pense que je me remets quand même souvent en question, en doute, etc. Mais depuis le début, les choses se sont tout le temps assez bien mises. Et donc j'ai toujours eu quand même une certaine confiance en moi par rapport au projet et par rapport au projet tout court. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que les choses se mettent bien et que quand les choses sont justes, les choses se mettent bien aussi. Et en fait, c'est hyper chouette et agréable à voir. Ça veut pas dire qu'il y a pas des problèmes, parce qu'il y en a eu plein. Mais non, c'est cool, c'est assez fluide de manière générale. Et dans la gestion privée-pro, c'est assez intense ou pas? T'arrives à trouver un équilibre? Tu bosses le week-end? C'est quoi ta dynamique? Ça dépend un peu des périodes. Et je dirais qu'au début, en fait, quand je me suis retrouvée toute seule pendant 6 mois, ça a été très dur. J'avais le sentiment, c'est aussi un peu ce mythe, je pense, de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneur qui se lance, il s'arrête pas, il bosse H24 littéralement, soirée, week-end, etc. Il prend pas de congé, en fait il sacrifie tout. Et je me mettais un peu dans ce personnage-là, et j'avais vraiment l'impression que je ne pouvais pas m'arrêter, que si je m'arrêtais, en fait tout allait s'écrouler. Personne n'allait répondre aux mails parce que j'étais toute seule, et en fait et ça me dérangeait pas parce que j'étais dans un espèce de courant où j'étais, ça allait tout seul. Je me rappelle d'une pote qui me disait, Bonco, arrête 2 secondes, prends un jour off, prends aussi off entre Noël et Nouvel. Enfin, j'étais non, machin, pas de problème, j'adore. Et donc j'ouvrais mon PC tous les week-ends, tout ça. Bon, après j'avais quand même encore une vie sociale, mais voilà. Et puis tout d'un coup, du jour au lendemain, ça a été trop. Et ça a été aussi de nouveau dur pendant quelques jours où je me suis dit genre, oh merde, en fait je pensais pas que ça allait m'arriver d'avoir vraiment du mal à un moment donné. Et puis j'ai pris rendez-vous avec un coach pro pour un deuxième ou une deuxième? Ouais, tout à fait, pour m'aider à mettre les priorités, à savoir comment faire. Très bien. Je dis très bien parce que je crois que je t'avais expliqué que c'était la même chose que je faisais, ou même pas? Oui, non, tu me l'as pas expliqué, mais je l'ai entendu. Ok, voilà. Donc du coup, super. Moi, je suis évidemment fan d'entendre que c'est ce que t'as fait. Ouais. Et donc en fait, j'ai un peu remis les prix. J'ai essayé en tout cas de remettre les priorités, de m'interdire de bosser le soir, même si j'avais pas répondu à un mail, et en fait de me chiller sur certaines choses. Et en fait, c'était absurde parce que j'avais l'impression que j'étais obligée de répondre dans l'immédiat dans un mail. Je me mettais des stress épouvantables sur des choses qui, en fait, c'est pas grave, les gens peuvent attendre. Clairement, les gens peuvent attendre. Les gens peuvent attendre, même si on vit dans un monde où la réactivité est quand même très appréciée et valorisée. Mais la clé, c'est de trouver quand et pas pour tout. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est quand même aussi important de manière générale dans la société que tout le monde fasse un step back par rapport à ça, parce que on a tout maintenant, et je pense que c'est vraiment pas sain. Ça, c'est tout un autre sujet, mais ouais, c'est tellement important. Et aussi, je disais à un de nos collègues où j'avais vu déjà qui bossait un peu le soir, je lui ai dit mais arrête, parce que en fait c'est vraiment pas sain et j'ai pas du tout envie d'avoir une équipe qui bosse le soir. C'est hyper important, c'est le plus important pour moi. C'est à toi de montrer l'exemple du coup. Oui, mais bon, après, je pense que si moi je le fais encore parfois, c'est différent quand même. Ouais, mais je te taquine un peu pour chercher. Mais je suis d'accord avec toi que c'est différent, mais je pense que c'est sûr qu'avoir, allez, comment dire, je vais pas dire 2-3 écarts, mais que tu as d'autres responsabilités qui te poussent à, mais que il faut qu'il y ait une adéquation entre le discours et ta réalité. Oui. Alors évidemment qu'un ou deux qui partent, mais si tu disais non, mais bosse pas le soir, mais que lui, quand il arrive le lendemain matin, il voit qu'il a reçu 3 mails dans sa boîte à 22, 23 et minuit, et que pareil le week-end, il va pas avoir l'impression que ce que tu lui dis, c'est vrai. Oui. Non, mais t'as tout à fait raison. Non, mais j'essaye de plus le faire. Ok. Et ouais. Du coup, ça va beaucoup mieux. Par rapport... Ah oui, ton rôle de manager.
Comment tu gères ça? Parce que du coup, tu as fait une formation à l'échec de gestion, mais manager, ça se vit aussi. Ça peut s'apprendre, tu peux avoir des formations, mais donc là, c'est la première fois de ta vie que tu gères des gens, une équipe. Comment tu fais? Comment tu apprends? C'est quoi qu'est-ce que tu fais pas bien, tiens? Bonne question, je ne sais pas. Tu pourrais leur envoyer un mail à 23h pour leur demander ce que tu fais pas bien. C'est un rôle tout à fait nouveau quand même en fait, parce que il y a pas si longtemps que ça, on n'était que 2, enfin puis vite 3, mais ça s'est avec une qui a un rôle différent, enfin ça s'est mis assez naturellement et c'était plus fallait pas vraiment manager, enfin c'est un peu différent, bref, donc ce rôle de devoir manager est arrivé il y a 2 mois, et c'est vrai que ça change parce qu'il y a d'autres questions, d'autres responsabilités, d'autres choses à changer en interne, à faire différemment, etc. Et donc j'avoue que comme depuis le début, je vois un peu sur le terrain, je vois un peu comment ça se passe, et j'essaie de me renseigner à gauche à droite sur certaines pratiques. Je m'inscris, on est au réseau Entreprendre, qui font régulièrement des formations sur différents sujets, et fin du mois, différents workshops sur les RH, le management, leadership, tout ça. Donc j'ai hâte d'y participer. Et j'ai plusieurs choses que j'ai envie de mettre en place qui ne sont pas du tout encore en place pour le moment par rapport à ça. On m'a parlé du People Model Canva. Ok. Je ne sais pas si je connais le Business Model Canva et le People Model Canva. Je crois que j'ai entendu parler, mais ça fait longtemps que j'ai pu regarder, donc je le regarde en direct. Et du coup, je ne connais pas encore très très bien, mais on m'a déjà présenté l'outil qui est vraiment axé sur l'équipe, les compétences, l'évolution. Donc là, je remets au micro, mais on a plein de choses. Donc on a l'évolution de carrière, les objectifs business, la situation personnelle, les visions et les valeurs, le potentiel et les aspirations, les objectifs, le développement, la compensation. C'est un espèce de tableau du coup qui apparemment t'aide vraiment très très bien à faire le suivi notamment pour les one-to-one, mais aussi surtout sur plus le long terme, sur l'évolution à tout niveau. Donc non, j'en ai entendu parler, mais je l'avais jamais vu. Et celui le plus connu, c'est le Business Model Canva, où tu as genre 7-8 cases, justement, j'utilise typiquement en accompagnement aussi, où tu vas définir ta proposition de valeur, tes partenaires, tes coûts. C'est un super exercice au tout début, quand vous voulez ne fût-ce que vous lancer, mettre vos idées à plat. Ça permet de projeter un projet avec différents aspects qui te permet à la fin de te dire, ok, j'ai un peu une vision globale de tout ce que ça va impliquer. Bon, après, tu dois creuser. Et donc là, c'est la même chose, mais au niveau de, finalement, l'accompagnement d'un ou d'une collaboratrice, enfin d'un collaborateur ou d'une collaboratrice dans ta boîte. Ok. Ok. Qu'est-ce que je t'ai pas posé comme question sur Unago? J'ai l'impression que j'ai quand même bien creusé. Est-ce qu'il y a des trucs qui te viennent en tête? Pas comme ça directement. Bon, moi, il y a un truc que je rajouterais quand même, que je rajouterais bien, que j'avais pensé en arrivant. Je vais pas aller trop dans les détails, mais c'est un truc qui, parfois, a l'air de très fort m'énerver. c'est les discours politiques par rapport à tout ça. Pas pour parler politique, et je vais pas commencer à parler de parti ou quoi, mais attends, comment faire pour bien le dire, mais en fait, c'est lié à la question où tu disais qu'est-ce que tu penses du système carcéral pour le moment, et du coup, effectivement, je pense qu'il est catastrophique. Il est pas du tout bien. Après, c'est une question qui est super compliquée parce que après, on peut dire ok, mais quelle est ta solution? Et je n'ai pas spécialement de solution toute faite. C'est quelque chose de super compliqué. Par contre, je suis relativement contre la manière dont ça fonctionne aujourd'hui et contre les choses que, en tout cas, que le gouvernement actuel voudrait mettre en place. Hâte de voir ce que ça va donner. Mais certains discours du gouvernement qui proposent des modifications, des changements pour, soi-disant, la sécurité du pays. Mmh. Et qui, en fait, on dirait quand ils disent ça, qu'ils se sont pas renseignés du tout auprès des personnes du terrain. Quand je dis les personnes du terrain, ça peut être ceux qui travaillent directement
en prison, certains avocats, des psychologues, enfin, toute personne qui de près qui ou va de loin graviter autour du milieu carcéral. Touche à ça, parce que sur plein d'aspects, c'est un total non-sens. Ok. Tu peux détailler un peu ? On le voit par rapport aux chiffres, on voit que la prison n'est pas quelque chose qui fonctionne. Non. C'est clair et net avec ces chiffres de récidive. Et de surpopulation également. De surpopulation carcérale, de plein de choses. Quand tu sais aussi, un chiffre qui est intéressant, je sors un peu du truc, mais le taux de suicide en prison, qui est extrêmement élevé. Il y a quelques années, on parlait de 8 fois plus élevé c'est énorme. Que le chiffre dans la population générale. Récemment, j'ai entendu qu'à la prison de Aaron, qui est super moderne, super village, etc., en fait, le taux de suicide explose dans cette prison-là spécifiquement. Il y a tellement de choses à dire que je sais pas quoi dire, mais du coup, des exemples de choses qui veulent changer sur base d'un fait divers qui, oui, n'est pas très chouette, etc., mais sur base d'un fait divers de quelqu'un qui est sorti de détention et qui aurait refait violence à une victime parce qu'il est sorti plus tôt que son fin de peine. Sur base de ça, ils veulent supprimer ou en tout cas rendre beaucoup plus compliqué les sorties conditionnelles, c'est-à-dire la sortie de détention avant le fin de peine. Mais ça, c'est un des exemples qui va renforcer du coup la surpopulation. Qui va renforcer la surpopulation. Et en amont, le fait qu'il y a certaines personnes qui pourront pas, non. Si tu vois, il y a tout un enjeu au niveau aussi judiciaire, qui est en sous-capacité. Si je comprends bien, il y a aussi toute une série de peines qui, justement, sont repoussées. J'ai l'impression... Oui, des peines qui sont en attente parce qu'il n'y a pas assez de personnel... pas assez de personnel du côté des magistrats et tout ça, mais aussi en prison. Et en fait, ça va aussi compliquer la réinsertion, parce que, comme on disait, en général, au plus longtemps tu restes en détention, au plus c'est compliqué, au plus les liens ont été brisés, au plus... et ça me rend dingue, parce que c'est absurde, et en fait, il y a aucun sens à la prison, en tout cas la manière dont elle existe aujourd'hui. Alors, je ne dis pas qu'elle doit plus exister, mais en tout cas, créer des nouvelles prisons, comme on vient de le faire ici à Aaron, bon, maintenant ça fait déjà un an, 2 ans, je ne sais plus, c'est pas une solution. Et là, ce qui est dur pour toi, d'autant plus, c'est quand il y a de la récupération politique. C'est ça que tu veux dire, quand il y a un fait qui est du coup mis en avant pour justifier ensuite... Et j'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'ils ont encore ce genre de discours-là, quand ça me paraît tellement clair que c'est pas la direction à prendre. Encore il y a 2 jours, j'étais à une conférence sur tout ce qui était drogue, dépénalisation ou pas de la drogue. Bref, ça c'est pas le sujet en fait, mais le ministre qui disait que c'était comment que je dise pas... Non, oui, alors quelqu'un des politiciens qui disait oui, il faut pas mal me comprendre, il ne faut pas incarcérer beaucoup plus, mais aller plus sur les peines alternatives. Ce que, sur l'idée de base, est une bonne idée. Par exemple, les peines... Il y a quoi comme peine alternative ? Parce que c'est un terme un peu générique. Ça peut être un bracelet électronique, peine des travaux d'intérêt généraux. C'est de là, par exemple. Mais en fait, il faut savoir que le constat, c'est que ces peines alternatives ne diminuent pas le nombre d'incarcérations, mais va juste étendre le filet pénal. Et donc, beaucoup plus de personnes vont se retrouver avec certaines peines. Très bien. Pareil, quand on construit une nouvelle prison, ça va pas désengorger les prisons. C'est comme les parkings, au plus on en construit, au plus il y a des voitures qui vont se parquer. Donc ça veut dire, imaginons qu'une personne, allez, à un moment T, elle aurait pu soit aller en prison, soit on dit, en fait, malheureusement, on n'a pas la place, donc on ne va pas la pénaliser. Le fait d'avoir des peines alternatives, c'est ces personnes-là qui, du coup, n'auraient pas été pénalisées, se font pénaliser, donc ça augmente la masse totale de personnes qui sont pénalisées. C'est comme ça que les gens l'expliquent. Après, c'est pas... Moi, je répète ce qu'on me dit par rapport à ça dans le secteur, etc. Et puis, par rapport aux travaux d'intérêt généraux, c'est super. Par contre, il y a les gens qui ont une peine... j'ai du mal avec mes mots là. Une peine d'intérêt, un travail d'intérêt général. Ouais, voilà. Moi, c'est ça. C'est l'intérêt général, c'est des travaux d'intérêt général ou le travail d'intérêt général. Ouais. Vous mettez tout au singulier, comme ça, on se trompe pas. Attendre des mois, des années avant de pouvoir
faire ce travail parce qu'en fait, il n'y a pas d'endroit pour effectuer ces peines-là et personne s'en charge. Et le politique ne fait rien non plus pour, quelque part, obliger ou t'as une peine que tu peux même pas exercer, quoi. Voilà, ou pousser en fait des lieux à prendre des personnes qui doivent effectuer des peines d'intérêt généraux. Et du coup, il y a un peu un non-sens où on veut faire ça, mais en même temps, on ne fait rien pour, et puis on dit que, et puis on construit. Je voilà. Et moi, c'est un peu un sujet politique qui me tripote fort parce que je trouve il est au cœur de ton métier. Oui. Et du problème que tu veux résoudre. Ouais. Ok. Oui, je comprends bien. Je comprends que là, c'est compliqué en 5-10 minutes de résumer justement une liste exhaustive de toutes les pistes avancées, les pour, les contre, les enjeux, mais que globalement, tu pointes des incohérences globales. En tout cas, moi, j'en ai noté 2 sur les peines alternatives, mais donc qui font finalement augmenter le nombre de personnes qui vont être pénalisées, et le fait qu'en plus, ces peines alternatives ne sont pas directement accessible, ce qui fait qu'en fait tu es censé faire une peine, mais il y a du retard pour l'exercer, et donc tu te retrouves dans l'attente de devoir l'exercer. Et je crois que tu avais un tout autre élément au début qui m'a peut-être sorti la tête par rapport à cette volonté quand on a commencé à parler de ce sujet. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit qu'il avait repris un fait divers pour dire qu'on allait augmenter, non refuser, ou en tout cas rendre beaucoup plus compliqué l'accès à la libération conditionnelle. Exact, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Parfait. Ok, merci d'avoir creusé ça. Et je pense que c'est un sujet, c'est bien de l'aborder aussi ici. C'est un sujet de société, donc ça porte à débat. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de notre épisode? Ça fait longtemps que j'ai pu tout réexpliquer comme ça, tellement en détail de A à Z. Donc, il n'y a pas un truc que je retiens spécialement, c'est juste... Oui, c'est encore chouette de repenser à toutes les petites étapes. Il y a des choses que j'avais oubliées qui sont revenues. Donc, très chouette. Comment on peut t'aider? Comment on peut aider Unago? Là, profites-en, tu peux faire un appel. Comment est-ce qu'on peut aider Unago? Se renseigner, pas tirer des conclusions trop vite, et parler de la réinsertion et de l'importance que ça a pour les personnes directement concernées, mais pour toute la société de manière générale. Très bien. Et du coup, si une société a écouté ce podcast et se dit tiens, en fait j'aimerais bien, moi je recrute, j'ai besoin de main d'œuvre, comment ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ouais, donc si vous recrutez de la main d'œuvre, vous pouvez me contacter Unago sur contact@unagorecrutement.be ou directement sur coraline@unagorecrutement.be. Et pour l'occasion, on a même regardé la caméra pour vraiment appuyer son message. Très bien. Et la même adresse, si jamais, ou le même numéro, ou le numéro, mais ça peut se trouver sur le site. Mais donc, si jamais on a une personne issue du coup toi qui a un passé judiciaire, quel qu'il soit, même chose. Même chose. Là, il y a un formulaire en ligne sur notre site internet unagorecrutement.be. Très bien. Et pourquoi Unago? J'ai même pas posé de question. Et Unago, ça vient du latin qui veut dire agir ensemble. On va terminer là-dessus. Agir ensemble. Merci à tous ceux qui ont agi ensemble et qui ont écouté le podcast, qui ont appuyé sur play, qui sont restés jusqu'au bout. Merci d'avoir participé aussi à ça. Si vous nous découvrez, les choses d'interview de ce style pour comprendre un petit peu tout type de projet entrepreneurial belge et un peu les creuser, comprendre le parcours. Et ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à envoyer aussi un message à Coraline. J'imagine qu'on peut te contacter sur LinkedIn. Oui, tout à fait. Ça fait toujours plaisir aux invités. Un petit message aussi pour dire que vous avez écouté, ce que vous avez appris. Ça peut être sympa. Donc voilà. Merci pour tout. Agir ensemble, on va terminer là-dessus. Et merci Coraline d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Parfait. Bisous et à dans 2 semaines. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Écoute, si ça t'a plu, abonne-toi au podcast, laisse un commentaire et des étoiles sur ta plateforme préférée. 5, ce serait vraiment génial. Ça m'aide à toucher plus de monde et à continuer à produire du contenu de qualité. Et le mieux pour moi, c'est de partager cet épisode autour de toi. C'est vraiment grâce à ça qu'on fait grandir la communauté et l'impact du podcast. Tu peux aussi me suivre et me contacter sur Instagram ou LinkedIn. J'y poste du contenu utile sur l'entrepreneuriat. Et surtout, si tu veux discuter de ton projet sans engagement, réserve un appel gratuit sur teamremy.com. Je serai ravi d'échanger avec toi. Un grand merci à Plug de Jack pour leur super studio, à Straz que tu connais depuis le premier épisode pour les jingles,
et à Brian Levaux-Bodard pour le montage et le mixage. Porte-toi bien, encore merci, et à la prochaine.